Bonjour et bienvenue pour la première de lundi.dev que du coup j'ai appelé épisode 0. Et je me rends compte que je suis complètement cramé sur la caméra. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés en ce lundi matin. Il y a des gens qui sont carrés. Salut Anowan, salut Zombie Raptor, salut Drishy Viking tout à l'heure. Bienvenue à vous qui venez d'arriver pour la première fois sur la chaîne. Merci à tous ceux qui ont followé durant l'écran d'attente. J'ai un écran d'attente, c'est incroyable, hein, c'est tout nouveau. La dernière fois, ceux qui étaient là la semaine dernière quand je faisais des tests, il n'y avait pas d'écran d'attente, c'était un peu gênant. Là, je me suis dit quand même, je prends 3 secondes pour essayer de trouver un script dégueu sur le net pour faire un countdown avant que je le code, parce que vous avez compris que j'aime bien coder la moitié des trucs sur ce channel. Ça mousse pas mal. Je me bois un petit coca ce bon matin. On est tranquille dans cet environnement flou. Je me suis dit que c'était pas mal comme écran, un peu de discuter en début, d'avoir un écran flou avant qu'on démarre vraiment la revue de presse. Comment vous allez ce matin? J'espère que cette semaine s'annonce bien pour vous, que vous êtes prêts à démarrer ouais, une semaine qui j'imagine va être sur les chapeaux de roue, puisqu'on est un peu sorti des ponts, etc. On est plus trop dans les ponts là. Comme un lundi. Salut Vinerval du coup. Voilà, Anowan a tout compris, ça permet d'éviter de lire mes DM directement. Salut Pitvi. Ça permet d'éviter de lire mes DM facilement. Là, vous pouvez essayer de deviner les tweets qui apparaissent sur ma timeline, mais c'est à peu près tout, quoi. Et vous avez vu qu'on a un chat qui marche en bas à gauche, codé fait main. On l'avait codé ensemble vendredi. Ou samedi, je sais plus, c'était vendredi ou samedi. C'était assez cool. Par contre, sur le chat du stream, il n'y a pas encore les émotes, mais on les rajoutera plus tard. Donc pour le moment, si vous faites des émotes, c'est super, mais on les verra pas dans le chat en bas à gauche. Voilà, tout est fait maison, hein, donc on s'amuse. Donc voilà. Merci Mercius pour ton follow. Il n'y a pas non plus d'alerte encore, voilà, mais... Ah, l'Eurovision, incroyable, incroyable. Ceux qui étaient hier soir chez Kokobé le savent, parce que du coup c'est un truc assez régulier. Emote, ça marche, ouais. Merci Chuck pour ton follow. De manière générale, ouais, l'Eurovision c'était très cool. Par contre, ça n'a pas aidé sur le fait de me lever ce matin, parce que du coup, j'ai fait un peu la fête, on va dire. Enfin, en tout cas, on a bien papoté samedi très tard. Du coup, je me suis redécalé le lendemain, dimanche, c'était compliqué. Là, ce matin, c'était un enfer. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai quelques, quelques, quelques complexités sous les yeux. Mais c'est pas grave, on est ensemble, c'est le plus important. Et voilà. Et que je sois debout à 10h du matin, ça n'est pas trivial. C'est vrai qu'à une époque, je faisais des commentaires en direct de l'Eurovision. Il y en a qui suivent hein, quand même. On le fait plus trop quand même ces temps-ci. Bah, en fait, le truc, c'est que si je le fais avec des amis, ben, je suis avec mes amis, quoi. Donc, je peux pas être partout en même temps, on va dire. J'ai juste réglé un peu la caméra parce qu'effectivement, c'est un peu bizarre que je sois à ce point-là cramé. Donc, j'ai juste vérifié que je sois pas. Normalement, ça devrait être. C'est un peu vénère, non? Ouais, c'est un peu compliqué quand même, hein. Tac. Ah, vous me voyez, c'est marrant parce que vous me voyez en flou en train de gérer le flou du truc, et donc vous voyez que je suis en flou dans le flou. Ça n'a aucun sens. Si je désactive le. Ouais, alors là vous allez voir que c'est n'importe quoi. Là, si je vais tout remettre en automatique de toute façon. Hop. Ah! Désolé pour les flashs. Non, bah normalement, non, ça va, hein. Je suis un peu cramé, c'est tout. C'est la lumière du jour, donc bon, c'est un peu compliqué. Il faudrait que je la coupe, mais c'est un peu dommage, vous voyez. Hein, bon. Parce que si je fais l'average là. Ah, c'est peut-être un peu mieux ça. C'est peut-être un peu mieux, on va faire ça. Voilà. Je suis un peu diaphane. Ah, Valentin utilise des mots que je ne connais pas. Je sais pas si ça veut dire que diaphane. T-shirt rouge avec des reflets bleus. Ouais, peut-être un poil cramé. Ah oui, alors ça aussi, c'est le fait que, ouais, j'ai un t-shirt. Faudrait peut-être que je prenne des t-shirts plus sobres pour le stream. Mais en même temps, hein, est-ce que la vie. Écoute, elle est très pâle, oui, effectivement. Euh, Ouais, non, c'était quelque chose l'Eurovision. Vraiment, c'était cool. C'était très cool. C'était très très cool. C'était coolos de ouf. Oui, un peu transparent, ouais, sur les bords. Ouais, mes réglages sont un peu pétés, mais bon, je me dis que vous venez pas forcément pour la qualité de ma webcam, on va dire. C'est pas très grave. Ah, les commentaires sur Synops Live. Il y en a qui me connaissent depuis Synops Live dans le chat, c'est chaud quand même. Pas c'est chaud, moi je suis ravi, hein, mais bon, ça nous rajeunit pas, voyez-vous. Salut Malo.
Ouais, ça nous rajeunit pas. Je crois pas que j'ai encore le pouvoir de faire des sondages parce que je suis peut-être encore trop. Ah si, ah non, c'est pas ça, non. Je peux pas encore faire de sondage parce que je suis pas affilié. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas, comme dirait l'autre. N'hésitez jamais, de toute façon, globalement. N'hésitez jamais. Vous pouvez pas sub, de toute façon, donc c'est même pas comme si je vous demandais de l'argent. Pour le moment, c'est pas possible, hein. Je suis pas assez bien pour ça. Mais je vérifie juste si je peux faire des sondages depuis là. Non, j'ai pas le droit encore en sondage. Mais n'hésitez pas à follow, hein, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à regarder. Ah oui, je suis un peu transparent, je suis d'accord avec vous, je voyais pas que j'étais aussi transparent que ça. C'est pas très grave, vous verrez comme ça à travers moi mes articles, les articles que je vais suivre. Café Synops, oh là là, ouais d'accord. Ça nous rajeunit pas tout ça, hein. Allez les loulous, il est déjà 10h11. On est tranquille ensemble jusqu'à à peu près midi. Le programme, il est assez simple. J'ai trouvé quelques trucs que je trouvais intéressants. Je peux faire Paul, vu que tu es le patron de la chaîne. Oui, mais ça marche pas. Enfin, genre, je suis pas affilié, donc Paul, ça donne rien si je fais slash Paul. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Donc là, on papote, etc. On va peut-être encore un peu papoter. J'ai trouvé quelques articles intéressants cette semaine. Je sais pas à quel point en fait je prends du temps pour chaque article pour le moment, puisqu'on on a fait un petit test à l'arrache la dernière fois qui était intéressant, mais bon, on va pas relire le même article, hein. C'était un article de Vice, enfin de Motherboard, qui est la partie tech de Vice, qui parlait d'un algorithme un algorithme de Google sur Google Documents qui était là pour un peu polisser ton langage et te dire attention, ça c'est peut-être pas un terme, c'est peut-être un terme offensant, etc. Et on voyait les limites de ça, notamment le fait que à Motherboard, on leur soulignait en disant est-ce que vous voulez. Enfin, c'est pas très inclusif Motherboard, ce qui est un peu con parce que Motherboard c'est carte mère, donc bon, on va pas commencer à appeler les cartes paires. Et justement, c'était intéressant leur réflexion. Qui n'était pas une réflexion, oh, on peut plus rien dire, mais sur la limite d'utiliser des intelligences artificielles un peu pétées pour essayer de polisser le langage des gens, c'est un peu la merde. C'était pas mal, si vous voulez le retrouver, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est l'occasion de la montrer, hein, de montrer à peu près à quoi elle ressemble. Hop, ma chaîne. Si vous cherchez signer, normalement vous allez tomber dessus. Ah bah attendez, je vais vous montrer. Hop, voilà, déflouté. Donc vous pouvez voir hein, sur la chaîne signée, 20 abonnés, énormément d'abonnés, tant d'abonnés. Non mais c'est normal, il n'y a rien dessus aujourd'hui, il n'y a qu'une vidéo qui est publiée, où vous pouvez retrouver le pré-lundi, donc ce qu'on a fait la semaine dernière. Et ouais, non par contre effectivement, je suis très transparent et ça me stresse un peu, excusez-moi, on va prendre 3 secondes pour régler ça, parce que là quand même c'est un peu trop transparent les loulous. Un peu trop transparent. Hop. Voilà, c'est mieux quand je suis un peu moins transparent quand même. Hein, comme dire l'autre, je suis pas vitrier, tout ça. Mais voilà. Merci Pasteur P pour ton follow. La carte par an 1, carte par an 2, ouais. Ouais. Et des vannes qui peuvent être directement diffusées sur RTL ici. Donc voilà, donc non c'est pas mal, en vrai vous pouvez retrouver, et en plus je me suis fait chier, vous allez voir, je me suis fait chier à peu près chapitrer à l'arrache, donc vous pouvez tomber directement, c'est l'un des derniers chapitres sur, si vous en avez pas assez aujourd'hui, vous avez également le test qu'on a fait d'essayer de lire un article en direct, je voulais voir à peu près combien de temps ça durait, c'était assez chouette. Désolé zombie, t'as pris une balle. Et salut Cody, salut tout le monde. Donc voilà, ah bah voilà, je disais qu'il fallait pas que je monte mon oh bah après, ouais, je discute avec des gens, vous voyez, et puis j'ai des notifications sur mes différents comptes. En vrai, on cache toujours par principe pour éviter de montrer des trucs qu'on devait pas montrer, mais globalement, il n'y a rien de fou. Alors, ouais, je voulais vous annoncer aussi la sortie de manière un peu pétée, puisque je l'ai littéralement codé ce matin à l'arrache, le site lundi.dev, parce qu'en fait, c'est le nom de mes lives, parce qu'il y a un côté, on comprend ce que c'est, mais ça va être aussi un mini-site. Quand je dis un mini-site, c'est vraiment, il n'y aura pas grand-chose, mais vous pourrez, je le fais dans l'ordre, retrouver les articles dont je parle. Parce que je vais les poster au fur et à mesure dans le chat, mais c'est quand même pratique de pouvoir le retrouver. Normalement, si vous allez
sur lundi.dev, vous pouvez tester chez vous. Vous pouvez voilà, voir ce micro-site là où globalement il y a des liens vers la chaîne Twitch et c'est tout. Salut Lex Luthor. Globalement, voilà, ça vous permet de suivre. Et comme ça, même si vous avez raté l'émission et que vous avez la flemme de regarder le replay, ce que je comprends à 200%, et ben vous pourrez retrouver les liens. Et je compte en faire une petite newsletter, comme ça, même les gens qui sont pas à fond. Et Site World, pour les articles que je traduis, il n'y en aura que 2 aujourd'hui, parce que pour des raisons compliquées que je vous expliquerai, j'en ai traduit un, et en fait je me suis rendu compte que j'étais crevé à la fin, donc peut-être que je prenne des articles plus petits quand je les traduis. Ouais, l'idée c'est que aussi je mette les traductions, parce que au moins ça vous apporte quelque chose, quoi. D'où le tweet que j'avais fait hier en disant, il y a un petit côté courrier international du schlag, quoi, que je fais, mais bon, c'est intéressant, quoi. Salut Pasteur P. Donc voilà, comme vous le savez, vous êtes les bienvenus, et vous êtes déjà une trentaine. Alors, truc intéressant pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, donc l'overlay que vous voyez, donc l'habillage en fait, hein, l'habillage sur les streams, on appelle plutôt ça des overlays, parce que c'est des trucs qu'on met au-dessus du stream, a été fait en live, pour une grosse partie. Donc, assez marrant, quoi. Et il n'est pas impossible, ah oui, parce qu'à la base, je voulais essayer de vous expliquer ce que je faisais ce matin. Donc, j'ai traduit 2 articles, j'en ai d'autres en français. Il y a d'autres trucs qu'on va pas traduire parce que ça n'avait pas gros intérêt, mais on en parle. On peut en parler, et moi je peux faire de la traduction à la volée parce que c'est plutôt des trucs tellement techniques qu'il n'y a pas beaucoup de texte dans tous les cas. Et donc on va un peu fureter autour, vous allez voir. Et puis à la fin, l'idée c'est qu'on va bidouiller un peu lundi.dev dans les 30 dernières minutes. L'idée c'est que les 30 dernières minutes on fasse un peu de code à chaque fois. On codouille, voilà. Donc là on va coder un peu lundi.dev. La fois suivante on fera peut-être d'autres trucs, on fera peut-être un peu parfois du développement mobile, développement desktop. On s'amuse, quoi. C'est ça l'idée, c'est ça le principe. Donc voilà, donc vous pouvez aller sur lundi.dev si vous voulez voir ce que j'ai fait ce matin en 20 minutes à l'arrache. Mais l'idée c'est qu'on fasse des trucs plus cool ensuite. Voilà. Est-ce que tu penses faire une timeline des articles comme Web3 is going great? Il y a un peu de ça, ouais. Alors, pas aller jusqu'à Web3, mais parce que Web3 is going great. Alors, je vous montre le lien dont me parle Anoan. Ouais, alors, évidemment, il faut que je l'ouvre ici. Je sais pas si vous connaissez ça, web3isgoinggreat.com. C'est un site assez cool qui souligne à quel point le Web3, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux crypto, etc., c'est un scandale en fait. C'est un putain de scandale. Tout ce qui est créé au-dessus de la blockchain, et même la blockchain en elle-même sur plein d'aspects, parce qu'il ne faut pas penser que c'est une technologie neutre et on peut faire des trucs cool dessus. Oui, bon. Dans les faits, pas vraiment pour plein de raisons. En fait, il y a très peu de cas d'usage qui sont pertinents là-dessus. Et du coup, comme vous voyez, en fait, c'est pas mal parce qu'il y a une véritable timeline assez chouette qui vous permet de découvrir tous les scandales qui ont pu se dérouler autour du Web3 et notamment un truc qui est cool mais que vous pouvez pas voir parce qu'il y a ma gueule, mais si j'enlève ma webcam quelques instants, en fait ce que vous pouvez voir c'est que là ici vous avez un compteur de millions de dollars perdus entre guillemets dans les différentes affaires, et plus on scrolle, plus ce compteur augmente. Donc vous pouvez voir que des fois il y a certains trucs, c'est plusieurs millions qui sont perdus, donc c'est la somme à partir de aujourd'hui jusqu'à cette date là. Donc là on n'est pas si loin, on est le 1er mai, vous voyez, sur ce truc là, et pourtant on est quand même à 34 millions de dollars. Ce site est vraiment bien fait, évidemment il y a un petit côté enfin ils sont pas neutres, hein, mais pourquoi être neutre sur ce genre d'enfer qu'est le Web3? C'est assez cool. Il faut que je fasse mes propres recherches. T'as raison, Marcius. C'est important. On sait pas vraiment, quoi. Merci Simon pour ton follow. Globalement, ouais, ça me fait marrer. Ah, une option pour le faire dans le sens inverse, et c'est uniquement les vols, pas les pertes. Merci Cody, qui me corrige. Et c'est fait par Molly White qui a fait pas mal de blog posts intéressants sur le sujet. Faudrait que j'en traduise un à l'occasion pour qu'on en parle, mais pour vous montrer à quel point ouais, les cryptos c'est un enfer. J'ai un avis très tranché sur le sujet et j'adore partager mes avis très tranchés. Donc voilà. Donc c'est très cool. Et non, les 30 dernières minutes ne sont pas piquées sur une vieille série française. Je veux tout à fait la ref. Il y a un peu de ça, mais pas vraiment. Donc voilà, donc ouais, Web3 is going Drake, c'est assez improbable. N'hésitez pas d'ailleurs à proposer de temps en temps, les liens sont autorisés, hein, évidemment, tout à l'heure que vous faites pas n'importe quoi.
Si vous avez des liens intéressants. Et là, je ne fais pas encore cette fois-ci, mais n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Et je créerai une adresse, une boîte mail spéciale pour envoyer des liens si ça vous intéresse. Genre, ah, j'ai vu ce truc-là, ça peut intéresser le reste de la communauté. Et du coup, on en parle et je traduis potentiellement les articles s'ils sont intéressants pour qu'on puisse les voir ensemble en français. Alors, pourquoi traduire d'ailleurs? Vraie question. J'ai voulu traduire les différents articles. Donc là, il y en a deux, hein, comme j'ai dit. Il y en a un même, c'est même pas un article, vous allez voir, c'est juste une sorte d'abstract plus. Mais l'autre, en fait, c'est parce que je trouve ça intéressant aussi d'avoir un peu de contenu disponible en français sur des questions technologiques. Parce que je sais que parmi les développeurs, tout le monde n'est pas, comment dire, j'allais dire fluide, mais parle pas forcément couramment l'anglais, ou alors ont une notion correcte de l'anglais technique, mais lire des longs articles surtout avec ouais, un peu de background et tout, ça fatigue, on n'a pas envie, etc. Et l'autre raison, c'est parce que vous êtes gentil, mais moi traduire à la volée, c'est possible, mais ça va être long, hein. Ça va être très compliqué, ça aurait pas été très agréable sur Twitch. Donc c'est aussi pour ça. Voilà. Alors, bon, mon Twitter. Regardez, il y a 2 heures de perdu. Ouais, vive 2 heures de perdu. Je vais le mettre sur un autre bureau. Hop, on va se remettre là. Donc, je vous propose qu'on commence tranquillement par le premier article qui va nous prendre pas mal de temps, je pense. La notion d'anglais, tant que c'est pas technique, le codeur s'en fout, c'est une blague, veuillez ne pas les déchaîner. Mais en fait, Gouldo, je pense que genre, évidemment non, normalement j'espère que vous avez envie de gratter un peu à droite à gauche sur des sujets techniques, essayer de comprendre et tout, ou pas que sur les sujets techniques, mais des sujets même sociétaux liés à la technologie, j'espère quand même que vous creusez un peu en dehors de la scène française. Euh, mais en vrai, ça m'étonne pas qu'il y ait pas mal de monde qui juste n'ait pas envie de creuser dans une langue qui est autre que leur langue maternelle. C'est beaucoup de travail en vrai intellectuel que d'apprendre une autre langue. Et entre avoir ce qu'il faut pour comprendre, pour coder, et avoir ce qu'il faut pour comprendre une thèse dans un débat, voilà. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bon, évidemment, j'adorerais que cette question se pose pas, puisque on aurait une plus grande collaboration internationale sur plein de sujets. Dans les faits, c'est plus compliqué. Le premier article que l'on va voir aujourd'hui, c'est celui sur lequel j'ai pris le plus de temps à traduire, mais c'est un blog post promotionnel. C'est ça qui est improbable. Je me suis dit, ce blog post, certes, c'est pour faire la promo d'un projet, mais en même temps, on s'en fout parce que le contenu est très intéressant. L'article s'appelle « Je suis à fond pour SQLite côté serveur ». Alors, je pense qu'il y a plein de gens quand même dans le chat qui voient ce que c'est que SQLite. Il va décrire en détail ce que c'est que SQLite, etc. Mais en gros, pour le faire rapidement, aujourd'hui, quand vous faites une application, à un moment, il faut bien que vous stockiez vos données à un endroit, et donc vous le stockez dans une base de données. Les bases de données, si vous aviez manipulé dans votre jeunesse Microsoft Access, vous savez ce que c'est. Mais sinon, oui, voilà, c'est des données structurées, stockées quelque part, et on les requête tranquillement quand on veut, quoi. Ah bah tiens, nos premiers... Hey, salut Five Story Pepper. Nos premiers spams dans le chat également. Touk. Ah oui, alors c'est vrai, il faut que je le dise, j'ai toujours pas fait ce qu'il faut pour que les spams disparaissent du chat en bas à gauche. Donc je vous fais confiance pour réagir régulièrement pour que les spams disparaissent naturellement. Donc, oui, je disais, donc SQLite est une de ces types de bases de données, mais qui a une particularité, c'est qu'elle n'est pas placée ailleurs, elle est directement dans l'application. Et c'est beaucoup utilisé, notamment sur les applications mobiles. N'importe qui a fait une application mobile, normalement, a eu l'occasion de manipuler du SQLite, parce que c'est à peu près le seul, c'est pas le seul, mais c'est l'un des seuls moteurs de base de données qu'on a disponible sur mobile. Mais en fait, SQLite, ça existe depuis une éternité, mais c'est pas utilisé trop côté serveur. C'est pas utilisé pour faire fonctionner la plupart des sites web que vous visitez habituellement. Habituellement, on utilise des trucs comme MySQL ou Postgres. Et justement, y a quelqu'un qui nous arrive en disant « Je suis à fond pour SQLite côté serveur ». La version originale, c'est « I'm all in on server-side SQLite ».
Si vous avez des commentaires tout du long, parce que moi je vais m'arrêter régulièrement, on va discuter, je l'espère. Mais plus précisément, si vous avez des commentaires sur la traduction, ça m'intéresse parce que j'ai pas l'habitude de traduire en fait. Je me base beaucoup sur de la traduction assistée par ordinateur. J'utilise notamment DeepL. DeepL, j'en profite pour faire un peu la promo. DeepL, c'est un site internet allemand, mais disponible en français évidemment, qui permet de faire de la traduction basée sur l'intelligence artificielle. C'est très cool. Ouais, TCitWorld, je l'ai littéralement dit tout à l'heure. Les spams disparaissent pas pour l'instant. Et en fait, DeepL, c'est trop bien parce que vous pouvez vraiment coller un bout de texte et voir la réalité. Et surtout, ce que j'aimerais bien vous montrer par rapport à la version originale, par exemple. Si je prends le premier paragraphe, et vous verrez pourquoi c'est un boulot quand même non négligeable ce que je fais, c'est qu'en fait, il traduit, mais si vous n'êtes pas fan, vous pouvez changer. Par exemple, qui est le back-end de système. Ouais, il y a peut-être un mot français qui marche bien, donc moteur de système comme etcd, ça marche. Et c'est vraiment bien fait parce que du coup vous pouvez passer un peu de temps à traduire mais assisté par ordinateur en changeant le sens par rapport à ce que vous comprenez et ce qui a du sens par rapport au contexte que vous donnez. C'est vraiment chouette, donc moi c'est ce que j'utilise principalement. Du coup c'est très long par contre parce que ça veut dire que je suis obligé de passer par cette interface et ensuite à reporter dans les fichiers, parce que moi tout est traduit en place en gardant les liens pour vous permettre si vous voulez le lire de votre côté de cliquer sur les liens. C'est un peu long, c'est très très long. Mais la qualité, je trouve, de traduction, pour le coup, est bien meilleure que si j'avais traduit à l'arrache avec Google Translate. Donc voilà. Ah voilà, Pitv qui parle justement du fait qu'il utilise de plus en plus SQLite. Donc justement, je vous propose qu'on démarre tranquillement la lecture de cet article. Très chouette. Et évidemment, n'hésitez pas à réagir. Je vous lis. Et il y a mon coca qui essaie de passer. Alors. Attendez, je vais juste faire ça. Hop. Et puis je vais fermer ça. Paf. Et paf. Il y a mon Finder qui essaie de faire quelque chose. Alors. Et je vais augmenter un peu la taille du texte. Voilà, comme ça on voit bien. Je m'appelle Ben Johnson. J'ai écrit BoltDB, une base de données embarquée qui est le moteur de système comme etcd. etcd, c'est beaucoup utilisé dans le monde Kubernetes notamment, il me semble. Je travaille maintenant chez Fly.io sur Lightstream. Lightstream est un projet open source qui rend SQLite soutenable pour les applications full stack grâce au pouvoir de la réplication. Si vous savez configurer une base SQLite, vous pouvez faire fonctionner Lightstream en moins de 10 minutes. Bon, ça c'est un peu le pitch. Mais vous inquiétez pas, il revient un peu sur le détail, etc. La sagesse conventionnelle des applications full stack est l'architecture N-tiers, qui est maintenant si commune qu'il est facile d'oublier qu'elle a même un nom. C'est ce que vous faites lorsque vous exécutez un serveur d'application, comme Rails, Django ou Remix. Remix, c'est un peu la version moderne pour JS d'un Rails ou d'un Django, même si c'est moins complet. À côté d'un serveur de base de données comme Postgre. Selon les idées reçues, SQLite a une place dans cette architecture, celle d'exécuter des tests unitaires. Donc c'est littéralement, quand on les installe, par défaut, il utilise juste SQLite pour ça. Et on s'attend naturellement à ce que vous utilisiez un PostgreSQL comme vraie base de données. Les idées reçues auraient besoin d'une mise à jour. Je pense que pour de nombreuses applications, les applications en production, avec un grand nombre d'utilisateurs et des exigences de haute disponibilité, SQLite a une meilleure place au centre même de la stack, comme le cœur de votre couche de données et de persistance. C'est beaucoup dire. Je pense qu'il y a plein de gens qui font « What ?» C'est beaucoup dire. Ce n'est peut-être pas le cas pour votre application, mais vous devriez l'envisager et je vais vous expliquer pourquoi. Salut Kisha, salut à tous. Une brève histoire des bases de données applicatives. 50 ans, ce n'est pas si long. Nous avons assisté à une quantité stupéfiante de changements dans la façon dont les logiciels gèrent les données. Au début de notre histoire, dans les années 70, il y avait les règles de code. Alors je sais pas si... Dans le chat, est-ce que vous avez vu, vous, ça dans vos études, les règles de Boy's Code, etc. Ça m'intéresse en vrai que vous le sachiez. Marcus qui est pas convaincu. J'ai trop gros doutes. Non, évidemment, hein, c'est une thèse. Hein. Enfin, il propose quelque chose, évidemment. Je sais pas si vous avez connu les règles de code. Donc voilà, les Codes Rules for Rational Database System. C'est 12 grands principes. Et puis même, outre ça, 12, ceci dit, ils nous en demandent 10. Donc 12 principles, il y en a 10. Is OK. Ah non, parce qu'il faut... voilà, je me disais aussi, c'était bizarre.
c'est quand même quelque chose. Uniquement en école d'ingé, ok. Quand même, il y a 2-3 personnes, mais il y en a que... Non, ça dit rien. Donc en gros, il les décrit rapidement. Définissons ce que nous appelons aujourd'hui les bases de données relationnelles, également connues sous le nom de bases de données. Vous les connaissez, même si vous ne les connaissez pas. Toutes les données vivent dans des tables. Ça sent un peu une évidence, mais c'est bien de le dire. Alors, tu vas me dire, avec les documents, c'est pas la même chose, mais voilà. Les tables ont des colonnes, et les lignes sont adressables avec des clés. Des primary keys, tout ça. Il y a CRUD, donc c'est create, read, update, delete, etc. Il y a des schémas, donc on a des colonnes qui sont plus ou moins précises, avec des types, etc. Et un langage textuel pour transmettre ces concepts. Le langage, bien sûr, c'est SQL, ce qui a provoqué une explosion cambrienne de bases de données SQL, d'Oracle, fournisseur historique et émérite, avec 15 guillemets de bases de données, à DB2, par IBM, il me semble. En passant par Postgre et MySQL tout au long des années 80-90. Tout n'a pas été rose. Les années 2000 nous ont apporté les bases de données XML. Ça, je pense que... Bon, on peut très bien vivre sans ça. Mais notre industrie s'est rachetée en construisant d'excellentes bases de données en colonnes. À la même époque. Les bases de données en colonnes, c'est un peu un twist sur ces mécaniques-là de l'époque, en disant, pour faire simple... on peut se passer de certaines règles, de certains avantages pour gagner soit en performance, soit en scalabilité du stockage, en mise à l'échelle du stockage, en dimensionnement du stockage. Voilà. Oui, bah, des DB en XML, il y en a eu un pit de vie, hein, c'était dur. Hein. C'était quelque chose. Hein. Des gros XML avec des données structurées, hein, mais gérer c'était quelque chose. Dans les années 2010, nous avons vu des dizaines de projets de bases de données distribués à grande échelle et open source arriver sur le marché. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer un cluster et interroger des téraoctets de données. Au fur et à mesure de l'évolution des bases de données, les stratégies que nous utilisons pour les intégrer à nos applications ont elles aussi évolué. Presque depuis Code, nous avons divisé ces applications en niveaux, en tiers. J'ai choisi niveau dans la traduction, vous allez voir, des fois je parle niveau, je parle le tiers dans la traduction, mais c'était plus clair là de dire niveau pour quelqu'un qui ne connaît pas la mécanique de tiers. Tout d'abord, il y a eu le niveau de la base de données. Plus tard, avec Memcached et Redis, il y a eu tout ce qui était mise en cache, le niveau de mise en cache. Nous avons des niveaux de travail en arrière-plan, donc les background jobs, tout ça. Niveau de routage. Donc, qu'est-ce qu'il appelle niveau de routage d'ailleurs ? Ah oui, bah oui. PG Bouncer, par exemple, qui va prendre les requêtes et ensuite les dispatch à la bonne base de données ou au bon réplica secondaire qui est disponible, etc. Et puis même des niveaux de distribution. Alors, je sais pas ce qu'il veut dire par contre par niveau de distribution, c'était distribution tiers. Donc s'il y en a qui connaissent ça dans le chat, vous êtes les bienvenus pour décrire ça. Les tutoriels prétendent qu'il y a 3 niveaux. On parle de three-tier architecture. Mais nous savons tous que c'est appelé n-tiers, ou n-niveau, parce que personne ne peut prédire avec combien de niveaux nous allons nous retrouver. Oui, profondeur, ça aurait pu marcher, zombie, je suis d'accord. Après, c'était bizarre de dire plusieurs profondeurs. Il y a une profondeur. Mais oui, c'est pas mal aussi. Vous voyez où je veux en venir. Nos scientifiques étaient tellement préoccupés par le fait de s'ils pouvaient le faire, que est-ce qu'ils devaient le faire, etc. Au cours de ces 5 décennies, salut Biel, nous avons également vu les processeurs, la mémoire et les disques devenir des centaines de fois plus rapides et moins chers. Un terme qui définit pratiquement l'innovation en matière de base de données dans les années 2010, c'était le big data. Moi, je me souviens des stages de certains de mes camarades de promo qui faisaient un stage en big data. Et en gros, oui, ils avaient un téra de données au grand max et c'était déjà incroyable, hein, mais c'était assez marrant. Du coup, ils utilisaient Elasticsearch quand c'était pas encore cool. C'était quelque chose. Il y a de ça 10 ans. Putain, 10 ans, c'est vieux. Oh, putain, ça fait 10 ans qu'on était en école d'ingé. Ah, pardon. Pour certains c'est plus, pour certains c'est moins, comme dirait l'autre. Donc voilà, à l'époque c'était le big data. Mais les améliorations matérielles ont rendu ce concept glissant dans les années 2020. Gérer une base de données de 1 giga en 96, c'était un gros problème. Alors qu'en 2022, c'est sur ton laptop ou sur un T3 micro. Donc T3 micro, hein, c'est le nom d'une instance AWS. Et là, il dit 1 giga, mais en fait, c'est régulier hein, qu'on ait des données bien plus grosses sur nos laptops, des données de prod anonymisées sur lesquelles on bosse. Hein.
Lorsque nous réfléchissons à de nouvelles architectures de bases de données, nous sommes hypnotisés par les limites d'échelle. C'est vrai, à chaque fois tu te dis, si une base de données ne peut pas gérer des pétaoctets ou au moins des téraoctets, elle est disqualifiée d'office. Mais la plupart des applications ne verront jamais un téraoctet de données, même si elles ont du succès. Nous utilisons des marteaux-piqueurs pour enfoncer des clous. C'est aussi pour ça que j'ai voulu choisir cet article, c'est que ça nous rappelle aussi que certains des choix qu'on fait, je suis pas en train de dire qu'ils sont mauvais, mais au moins la discussion est intéressante. La douce libération de SQLite. Il existe une base de données qui va à l'encontre de beaucoup de ces tendances. C'est l'une des bases de données SQL les plus populaires au monde, si standardisée qu'elle est un format d'archivage officiel de la bibliothèque du Congrès américain. Alors j'ai gardé ce truc, mais moi ça me fait toujours rigoler parce que les Américains ont une obsession avec la Library of Congress. Systématiquement, dès qu'ils peuvent dire qu'il y a un truc qui est lié à la Library of Congress, ils le placent. Faut dire que pour eux c'est quand même quelque chose d'important. Mais c'est comme si on disait à chaque fois, c'est utilisé par la BNF. Oui, ok, bon. Mais bon, c'est important effectivement. Elle est réputée pour sa fiabilité et sa suite de tests d'une profondeur insondable. Et ses performances sont si bonnes que citer ces indicateurs sur un forum de discussion déclenche invariablement une discussion pour savoir si elle doit être écartée. Je n'ai probablement pas besoin de la nommer pour vous, mais pour la personne du fond qui lève la main, il s'agit de SQLite. Alors Belle nous raconte un petit truc dans le chat. Ça a été ma hantise il y a quelques années. J'ai bossé dans le bancaire dans un pôle dédié Big Data. C'était tellement à la mode qu'on nous a demandé de mettre du Big Data partout. Tout le monde voulait son projet Big Data. Quel enfer. On s'est retrouvé à faire un outil RH en Big Data, ce qui n'avait aucun sens. Oh là là, t'étais team leader sur ce projet. Waouh, l'enfer. Et Anowen qui dit, ouais, bah si t'as 1 million d'employés. Ouais, beaucoup de boîtes avec 1 million d'employés en France. Quoi que je dis ça, mais je sais pas combien de gens, par exemple, à l'éducation nationale. Dehors du monde, en vrai. Mais t'as pas besoin de big data pour ça, quoi. SQLite est une base de données embarquée. Elle ne se trouve pas dans un niveau architectural classique, c'est juste une bibliothèque liée au processus de votre application serveur. C'est le symbole de l'application à processus unique. Donc là encore, il y a tout un article sur le One Process Programming Note. Là, je dis Go, donc c'est encore un autre enfer, mais voilà. Le serveur qui fonctionne en autonomie sans dépendre de 9 autres serveurs secondaires pour fonctionner. Vous dites qu'il exagère en disant 9 autres. C'est vrai qu'il exagère dans le sens courant, mais en fait, avec les microservices, très vite, on aime bien tout éclater dans plein de choses, et les dépendances peuvent être vite devenir compliquées dans certains cas, et parfois même pour des choses simples. Je me suis intéressé à ce type d'application parce que je crée des moteurs de base de données. J'ai écrit BoltDB, qui est un système de stockage clé-valeur embarqué populaire dans l'écosystème Go. BoltDB est fiable et, comme on peut s'y attendre de la part d'une base de données in-process, ses performances sont celles d'une voiture de sport à la Nitro. Pas très étonnant. Mais BoltDB a des limites. Son schéma est défini en code Go, ça c'est déjà le nom. Bon, après, moi j'ai un point de vue assez tranché sur Go et on en reparlera sans doute à l'occasion. Et c'est donc difficile de migrer les bases de données. Vous devez créer vos propres outils pour ça. Il n'y a même pas de REPL. Donc les REPL, vous savez, c'est les lignes de commande, enfin les interfaces en ligne de commande qui permettent d'avoir des feedbacks loop assez courts. Donc en gros, c'est une invite, vous tapez un truc et vous avez un retour. C'est une interface en ligne de commande, quoi. Les REPL. C'est read, execute. PL, je sais plus ce que ça va être. Tiens, on va regarder. Ça va prendre 3 secondes, désolé. Hein. On revient sur les bases, mais voilà. Read, evil, print, loop. Allez, regardons comment on traduit en français. Ah, il n'y a pas d'article en français. Voilà. J'aurais été intéressé de savoir comment on le traduirait en français. Eval loop, print loop, oui, voilà. Merci, Chuck. Si vous faites attention, l'utilisation de ce type de base de données peut vous faire gagner beaucoup en performance. Mais pour une utilisation générale, vous ne voulez pas faire tourner votre base de données à vide comme une voiture de course. J'ai réfléchi au genre de boulot que j'aurais à faire pour rendre BoltDB viable pour plus d'applications, et la conclusion à laquelle j'ai rapidement abouti est la suivante, c'est à ça que sert SQLite. Je voulais pas réinventer SQLite, ce qui est une bonne chose, on essaie de trop recoder des choses qui existent. Enfin, on peut, mais il faut apporter quelque chose. SQLite, comme vous êtes sans doute déjà en train de le taper dans un commentaire, n'est pas sans limite. Marsus. Je taquine évidemment Marsus. La plus importante d'entre elles est qu'une application à processus unique a un seul point de défaillance. Si vous perdez le serveur, vous avez perdu la base de données. Il ne s'agit pas d'un défaut de SQLite, mais d'une caractéristique inhérente à sa conception. Salut Thomas. Bleu à boucle de lecture, évaluation, affichage. Le problème avec ça, c'est que je sais pas si c'est une vanne ou si c'est vraiment le cas.
Merci Marcius, c'est très sympa de le faire. Marcius est en train de lire en avance, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, il est en train de lire en avance en anglais évidemment. Euh, c'est vraiment le cas, ils appellent ça bleu A, quel enfer. Bon bah alors une bleu A, une boucle de lecture à évaluation affichage. C'est aussi pour ça que je me fais chier de le traduire moi-même, c'est que j'ai pas envie de mettre enfin de pas trop mettre de traductions peu courantes quoi. Il y a des gens qui aiment bien les traductions de A à Z, il y a des jusqu'au-boutistes de la traduction. Mais faut que je ferme ma fenêtre. Mais voilà. Et du coup, quand on en ouvre deux fois, c'est du bleu A, bleu A. Très bonne vanne, mon cher Vinerval. Voici Lightstream. Alors évidemment, ils vendent son truc, hein. Mais vous allez voir, c'est pas déconnant. Il y a deux grandes raisons pour lesquelles tout le monde n'utilise pas SQLite par défaut. La première est la résilience aux pannes de stockage, et la seconde est la concurrence des accès à l'échelle. Lightstream a quelque chose à proposer pour ces deux problèmes. Oui, petit marteau-piqueur, ça fait référence à ce dont on a parlé au début, des marteaux-piqueurs dans la rue. Donc deux problèmes que Lightstream essaie de résoudre, le stockage, enfin les pannes de stockage, et donc le fait d'être résilient à ça, et quand tu as plein de serveurs, comment tu fais pour discuter entre eux. Le fonctionnement de Lightstream est le suivant, vous allez voir c'est malin. Il prend le contrôle de la journalisation en mode WAL de SQLite. En mode WAL, donc WAL c'est Write Ahead Loop. Je vais baisser un peu le son chez moi, désolé, la musique. Quitte à l'augmenter un peu chez vous, parce que je me dis que vous l'entendez quasiment pas depuis le début. Hop. J'ai dit quoi? J'ai dit... Vous dites log, donc j'ai pas dû dire log. Oui, c'est write ahead log. Je sais pas ce que j'ai dit L. Ivre virgule. Salut Jouf. Donc oui, write ahead log. Ah non, pas loop, pardon. Je suis encore avec le REPL de tout à l'heure. Donc write ahead log. D'où le nom journalisation en mode WAL. Enfin, c'est d'ailleurs, il a dit deux fois log dans le truc. Donc write ahead log. En mode WAL, les opérations d'écriture s'ajoutent à un fichier journal stocké à côté du fichier de base de données principale de SQLite. Donc en gros, vous avez la base de données principale et il y a un fichier journal qui est à côté. Et les lecteurs vérifient à la fois le fichier WAL et la base de données principale pour satisfaire les requêtes. Donc en gros, voilà, il va faire sa requête et il va quand même checker si en lisant les fichiers WAL, la réponse est différente pour prendre en compte les écritures. Le fameux mode JEA, journalisation d'écriture en avance. Ikisha, il me fait flipper. Je suis très content que tu sois là, mais voilà. Le mode JEA, voilà. Normalement, SQLite reporte automatiquement les pages du WAL vers la base de données principale. Ce qui a du sens, parce que l'idée, c'est qu'on va pas toujours faire deux requêtes, enfin, deux trucs et faire des diffs à chaque fois. Enfin, ça peut... Même si ça se passe pas comme ça, mais c'est un peu l'esprit, quoi. Lightstream intervient au milieu de tout ça. Nous ouvrons une transaction de lecture infinie qui empêche les points de contrôle automatiques. Les points de contrôle, c'est le moment où il rassemble tout. Nous capturons ensuite nous-mêmes les mises à jour du WAL, donc de ce write ahead log, les répliquons et déclenchons nous-mêmes le checkpointage. Tu me rassures, Ikisha. Alors d'ailleurs, en disant ça, ça me fait penser, ça ressemble un peu à ce que font certains gestionnaires de write ahead log pour Postgre par exemple. Je pense à Wally, Wally, vous avez vu la vanne, W-A-L-I, qui fait un truc un peu similaire à ça, si ce n'est qu'il n'a pas besoin d'empêcher le checkpointage, puisque il y a des mécaniques dans Postgre pour simplement... Postgre attend qu'une certaine commande soit terminée avant de checkpointer les WAL, si ma mémoire est bonne. Encart très important. La chose la plus importante que vous devez comprendre au sujet de Lightstream, c'est que c'est juste SQLite. Votre application utilise du SQLite classique, avec les bibliothèques SQLite classiques. Nous n'analysons pas vos requêtes, nous ne substituons pas à vos transactions, et nous n'ajoutons pas de nouvelles dépendances aux bibliothèques. Il n'y a pas de truc magique, quoi. Nous tirons simplement parti des fonctionnalités de journalisation et de concurrence dont dispose déjà SQLite, dans un outil qui fonctionne en parallèle de votre application. Dans la plupart des cas, votre code peut ignorer l'existence de Lightstream. Ou, pensez-y comme ça, vous pouvez construire une application remix, donc c'est le truc du moment, donc c'est pour ça, mais ça pourrait être une application Rails, basée sur SQLite, répliquée par Lightstream, et pendant qu'elle tourne, ouvrez la base de données en utilisant la ligne de commande standard SQLite et faire quelques changements. Cela fonctionnera naturellement. Voilà. Et vous pouvez en lire plus en cliquant sur le lien, donc il y a toute une page qui explique exactement comment ça marche. Voilà. Cela semble compliqué, mais c'est incroyablement simple en pratique, et si vous jouez avec, vous verrez que ça marche tout seul. Vous exécutez le binaire Lightstream en mode réplication sur le serveur où se trouve votre base de données. Donc voilà, tu tapes livestream replicate le nom de la base de données, parce que dans le cas de SQLite, c'est littéralement un fichier. Hein. C'est pas comme pour MySQL ou Postgre où c'est le nom d'un serveur distant, c'est littéralement un fichier.
Et après, il a mis l'adresse d'un bucket avec là où il veut que ce soit répliqué. Et ensuite, vous pouvez le restaurer à un autre endroit, et donc tu utilises Lightstream Restore, tu lui dis où est-ce qu'il est censé le répliquer, et paf, ça marche quoi. Committez maintenant un changement dans votre base de données. Si vous restaurez à nouveau, vous verrez le changement sur votre nouvelle copie. Évidemment, il en profite pour en parler. Nous répliquerons presque partout, en CAS3, Minio, Azure, Blackbase B2, ça prend plein de choses, quoi. Et même un serveur SFTP, quoi. La façon habituelle dont les gens utilisent Lightstream aujourd'hui, pas Nextcloud, oh en vrai, tu fais la vanne, mais il me semble que Nextcloud doit bien proposer un endpoint S3. Hein. La façon habituelle dont les gens utilisent Lightstream aujourd'hui est de répliquer leur base SQLite sur S3. C'est remarquablement peu coûteux pour la plupart des bases SQLite de répliquer en direct sur S3. Ça, en soi, représente déjà, je rajoute déjà parce que c'est le cas, un gain opérationnel énorme. Votre base de données est aussi résiliente que vous le demandez et facilement déplacée, migrée ou manipulée. Dommage email. Mais vous pouvez faire plus que ça avec Lightstream. La prochaine version de Lightstream vous permettra de répliquer SQLite en direct entre bases. Ce qui signifie que vous pouvez configurer une base de données leader en écriture avec des répliques en lecture distribuées. Les répliques en lecture peuvent capturer les écritures et les rediriger vers le leader. La plupart des applications sont orientées vers la lecture, et cette configuration donne à ces applications un système de base de données évolutif mondialement. Là, il y a une petite pub pour Fly.io qui héberge. Et il va expliquer plus bas la relation entre Fly.io et Lightstream, mais Lightstream était un projet open source. Vous devriez prendre cette option plus au sérieux. L'un de mes premiers emplois dans la technologie au début des années 2000 est celui d'administrateur de base de données Oracle, DBA, pour une base de données Oracle 9i. C'est un enfer. Je me souviens avoir passé des heures à éplucher des livres et de la documentation pour apprendre les tenants et aboutissants de la base de données Oracle. Et il y en avait beaucoup. Le guide d'administration comptait près de 1000 pages, et ce n'était que l'un des plus de 100 guides de documentation. Bon après, c'est peut-être un peu l'extrême, Oracle. À part d'autres, je sais pas ce qu'il y a d'autres qui peut vraiment être un peu un enfer à administrer, à configurer, mais Oracle comme ça se pose quoi. Justement, Virnerval, il y arrive. À l'époque, apprendre à tourner les boutons pour optimiser les requêtes ou améliorer les écritures pouvait faire une grande différence. Les lecteurs de disques ne pouvaient lire que quelques dizaines de mégaoctets par seconde. L'utilisation d'un meilleur index pouvait transformer une requête de 5 minutes en une requête de 30 secondes. Mais l'optimisation des bases de données est devenue moins importante pour les applications typiques. Si vous disposez d'une base de données de 1 giga, salut Akas, si vous disposez d'une base de données de 1 giga, un disque NVMe pour faire entrer la totalité de la base de mémoire, de la base en mémoire en moins d'une seconde. Donc oui, c'est quand même assez notable. 1 giga, paf, tu le loads en une seconde, et après, tu te balades dedans de manière extrêmement rapide, quoi. Même si j'adore optimiser les requêtes SQL, c'est un art en voie de disparition pour la plupart des développeurs d'applications. Même les requêtes mal réglées peuvent s'exécuter en moins d'une seconde pour les bases de données ordinaires. Les versions modernes de Postgres sont un miracle. J'ai appris une tonne de choses en lisant leur code au fil des ans. Ce moteur comprend un grand nombre de fonctionnalités comme un optimiseur génétique de requêtes, des politiques de sécurité spécifiques au niveau de chaque ligne d'une table, sans compter une demi-douzaine de types d'index différents. Et moi je suis un immense fan de Postgres typiquement. J'adore ce qu'ils font. Mais sa thèse est intéressante. Si vous avez besoin de ces fonctionnalités, il vous les faut. Mais vraisemblablement, la plupart d'entre vous n'en ont pas besoin. C'est pas faux. Et si vous n'avez pas besoin des fonctionnalités de Postgre, elles constituent un handicap. C'est débattable, mais... Par exemple, même si vous n'utilisez pas de compte utilisateur multiple, genre vous avez toujours qu'un seul compte pour vous connecter à votre base, vous devez configurer et débugger le système d'authentification basé sur l'autre, qui est le truc de base de Postgre. Vous devez protéger votre serveur Postgre par un pare-feu. Et qui dit plus de fonctionnalités dit plus de documentation, ce qui rend difficile la compréhension du logiciel que vous exécutez. La documentation de Postgre 14, près de 3000 pages. SQLite possède un sous-ensemble de fonctionnalités des fonctionnalités de Postgre. Donc, c'est pas non plus un truc vide, quoi. Mais ce sous-ensemble correspond à 99,9% de ce dont j'ai typiquement besoin. Il y a un excellent support de SQL, il y a des window functions, des fonctions de fenêtrage, donc si vous commencez à bidouiller plein de trucs, ça peut vous dire quelque chose des fonctions de fenêtrage. Des CTE, donc alors qu'est-ce que c'est que les CTE donc là, je sais pas si, voilà, c'est le with, le nom d'une table as, et là vous mettez votre requête,
virgule, et vous démarrez le reste de votre requête, ce qui peut être utile pour clarifier votre code, et aussi pour faire certaines manipulations, notamment avec with récursif, pour pouvoir faire des sortes je vais pas dire de table anonyme, parce que c'est déjà le cas avec les CTE, mais faire des moves assez poilus. J'aimerais bien un jour d'ailleurs faire un peu de... Enfin, qu'on ait l'occasion d'en parler ici. Il y a aussi la recherche full text, et il y a aussi la prise en charge de JSON, qui s'est d'ailleurs améliorée dans la toute dernière version de SQLite. Et lorsqu'il manque une fonctionnalité, les données sont déjà à proximité de mon application. Il y a donc peu de surcoût pour les extraire et les traiter dans mon code. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas besoin de télécharger les données sur le serveur, elles y sont déjà. Par ailleurs, les problèmes complexes que je dois réellement résoudre, que je dois vraiment résoudre, ne sont pas réellement traités par le cœur des fonctions de base de données. À la place, je veux optimiser deux choses, la latence et l'expérience de développement. Salut Maël. L'une des raisons de prendre SQLite au sérieux est donc qu'il est beaucoup plus simple d'un point de vue opérationnel. Vous passez votre temps à écrire du code d'application et non à concevoir des niveaux de base de données complexes et à les gérer. Mais il y a l'autre problème. La lumière est bien trop lente. Mais non, c'est plus drôle en version anglaise que ça. The light is damn too slow. Je trouve un peu plus efficace. Nous commençons à atteindre les limites théoriques. Dans le vide, la lumière parcourt environ 3000 km en 1 milliseconde. Ça équivaut à peu près à la distance de Paris au Havre aller-retour. J'ai traduit ce petit bout. Si l'on ajoute des couches de switch réseau, de pare-feu et les protocoles d'application, la latence augmente encore. Le surcoût de latence par requête pour une requête Postgre dans une seule région AWS peut atteindre 1 milliseconde. Ce n'est pas Postgre qui est lent, c'est vous qui vous heurtez aux limites de la vitesse de transmission des données. Maintenant, traitez une requête HTTP dans une application moderne, une douzaine de requêtes de base de données, et vous avez brûlé plus de 10 millisecondes avant même que la logique métier ou le rendu n'ait commencé. Alors Vinéral, évidemment, on pourrait tout faire dans les triggers. C'est la base, j'ai envie de dire. Vinerval, pardon. Je t'appelle Vinéral, mais c'est Vinerval. Il existe un chiffre magique pour la latence. Les réponses jusqu'à 100 millisecondes semblent instantanées. Les applications rapides font des utilisateurs heureux. 100 millisecondes, cela semble beaucoup, mais il est facile de le dépasser sans réfléchir. Les seuils de 100 millisecondes est si important que les gens pré-rendent leurs pages et les postent sur des CDN juste pour réduire la latence. On devrait plutôt déplacer nos données à proximité de notre application. Proche comment ? Vraiment proche. SQLite n'est pas simplement sur la même machine que votre application, mais c'est intégré à son processus. Lorsque vous placez vos données juste à côté de votre application, vous pouvez voir la latence par requête tomber à 10 à 20 microsecondes. C'est micro avec un mu. Une amélioration de 50 à 100 fois par rapport à une requête Postgre intra-régionale. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il y en a encore. Nous avons effectivement éliminé la latence par requête. Notre application est rapide, mais aussi elle est plus simple. Nous pouvons décomposer les requêtes les plus importantes en de nombreuses requêtes plus petites et plus faciles à gérer, et de consacrer le temps que nous utilisions jusqu'à présent à la chasse sur un coin de table aux requêtes N+1, donc vous savez, quand vous faites des jointures, etc. Moi je continue à penser que c'est une très bonne chose de faire des jointures, mais son point de vue c'est de dire que en fait on peut même directement ne plus avoir besoin de les faire. À l'élaboration de nouvelles fonctionnalités. Donc, au lieu de se poser la question de comment joindre les différentes données de manière astucieuse pour limiter les trajets entre serveurs, en fait on peut bosser sur d'autres fonctionnalités. C'est audible. Je suis pas forcément convaincu à 100% sur ce point-là, mais c'est audible. La réduction de la latence ne concerne pas seulement la production. L'exécution de tests d'intégration avec une base de données client-serveur traditionnelle peut facilement prendre quelques minutes localement, et la douleur persiste une fois que vous passez à l'intégration continue. C'est pour ça habituellement qu'on utilise SQLite pour les projets qui le permettent. La réduction de la boucle de rétroaction entre la modification du code et l'achèvement des tests ne permet pas seulement de gagner du temps, mais aussi de rester concentré sur le développement. Une modification d'une ligne de SQLite vous permettra de l'exécuter en mémoire et de réaliser des tests d'intégration en quelques secondes, voire moins. Marcius, on en parle juste après, justement, ça m'intéresse d'avoir ton avis, et j'en vois les limites. Petit, rapide, fiable, mondialement distribué, prenez tout. Lightstream est distribué et répliqué, et surtout, il est toujours facile à comprendre. Vraiment, j'ai écrit « assez l'essayer ». C'est « aller l'essayer », évidemment. Je me suis planté en recopiant. Il n'y a simplement pas grand-chose à savoir. Ma thèse est la suivante. En construisant une réplication fiable
et facile à utiliser pour SQLite, nous rendons attrayante l'exécution de toutes sortes d'applications complètes entièrement sur SQLite. Il était raisonnable de négliger cette option il y a 170 ans lorsque le tutoriel du blog Rails a été écrit pour la première fois. C'est une exagération mais qui me fait rire. Mais aujourd'hui, SQLite peut suivre la charge d'écriture de la plupart des applications. Et les répliques peuvent faire évoluer les lectures vers autant d'instances que vous le souhaitez pour équilibrer la charge. Lightstream a des limites. Je l'ai construit pour des applications à un seul nœud. Il ne fonctionnera donc pas, bien sûr, ne fonctionnera pas bien sur des plateformes éphémères, serverless ou des déploiements continus. Il doit restaurer toutes les modifications de manière séquentielle, ce qui peut faire que les restaurations de bases de données prennent plusieurs minutes, ce qui en vrai est pas anecdotique. Nous sommes en train de déployer la réplication en direct, mais le modèle de processus séparé nous limite à un contrôle au fil de l'eau des garanties de réplication. On peut faire mieux. Au cours de l'année écoulée, je me suis attaché à mettre au point le cœur de Lightstream et à mettre l'accent sur l'exactitude, la correctness. Ce qui n'est pas anecdotique, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui s'intéressaient aux notions de base de données et qu'on avait un peu rien à faire que ça soit, j'allais dire consistant, mais c'est cohérent en français, et que globalement ça parte pas dans le décor parce que ah oui j'ai oublié mais je m'en fous de la part de certains concepteurs de base de données. On avait vu ça notamment avec les tests GESPEN. Je sais pas si un jour je vais en traduire un, mais c'est assez intéressant de voir ce qu'ils font de ce côté-là. Je suis satisfait de l'endroit où nous avons atterri. Au départ, c'était un simple outil de sauvegarde en continu, mais il évolue lentement vers une base de données fiable et distribuée. Enfin, moi je dirais une outil de base, parce que c'est pas SQLite non plus, quoi. Enfin, c'est SQLite qui fait le gros du boulot. Il est maintenant temps de le rendre plus rapide et plus transparent, ce qui est tout mon travail chez Fly.io. Il y a des améliorations à venir pour Lightstream, des améliorations qui ne sont pas du tout liées à Fly.io, que je suis impatient de partager. Lightstream a un nouveau foyer chez Fly.io, mais c'est et ce sera toujours un projet open source. Mon plan pour les prochaines années est de continuer à le rendre plus utile, peu importe où fonctionne votre application, et de voir jusqu'où nous pouvons aller avec le modèle SQLite sur la façon dont les bases de données peuvent tourner. Voilà. Donc ça c'est par Ben Johnson, hein, évidemment. Je vous envoie le lien vers ma traduction. Hop. Et il y a le lien tout en haut de l'article vers l'article original, évidemment. On va pas parler de MongoDB, Five Story Paper, qui est un enfer. Enfin si, on peut en parler en vrai, mais bon, voilà. J'ai des avis un peu tranchés sur Mongo et je suis vraiment pas convaincu. En général, des bases de données, documents, parce que je trouve que les idées qu'il y a derrière les bases de données relationnelles sont très intéressantes et sont très souvent utiles, beaucoup plus qu'on le pense. Mais voilà. Vous connaissez le Code of Ethics de SQLite? J'ai un peu peur, parce qu'il me semble que... y a pas des gens turbo-religieux derrière SQLite, y a pas ce délire. Mais après, c'est du domaine public aussi, donc si un jour on a envie de le forker, c'est assez trivial à faire pour le coup. Alors je suis intéressé par l'avis de Marcius, qui trouve ça super cringe, qui va sans doute nous expliquer un peu en détail, j'attends sa réponse. Que nous dit Imae? Pour héberger des multiples services et avoir migré plusieurs d'entre eux de SQLite à PostgreSQL, MySQL au cours des dernières années, le gain en termes de performance était particulièrement flagrant à chaque fois. Du coup je suis surpris par les claims de l'article jusque-là, mais ça peut être un manque d'intégration correcte par l'application en question. Par contre en termes de taille de données, je suis largement en dessous du giga, pardon. Je disais quel rapport avec Go? Du giga. Bah ok, intéressant du coup. Bah, ça permet de mettre un bémol là-dessus. Je trouvais l'article dans tous les cas intéressant parce qu'il proposait un point de vue différent et surtout ça rappelait les notions d'échelle. Parce que en fait c'est un des points sur lesquels j'aime bien discuter un peu, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout de suite au taquet pour prendre des solutions pour le jour où ils auront des milliards d'utilisateurs, alors que clairement ils sont sur une niche ou sur des points de vue où ils n'auront pas grand-chose. Moi mon point de vue par défaut c'est toujours d'utiliser Postgre. C'est un peu comment dire, c'est un peu gênant de se dire ah oui de toute façon on sera tout de suite enfin, on aura tout de suite énormément besoin. En vrai Postgre ça suffit, ça juste marche quoi. Mais j'aime bien l'argument voilà de dire SQLite pourquoi pas. Alors Massus nous dit déjà l'argument de vente c'est you aren't getting tu en auras pas besoin et ils vendent un truc soi-disant scalable et super rapide. C'est vrai. C'est vrai que bon, c'est un peu contre-intuitif. Et il nous parle, et Marcius nous dit, les problèmes de perf de Postgre, oui, bon, il y en a, mais bon, pas fréquent, quoi. Alors, Chuck nous rappelle un truc intéressant, effectivement, que Cloudflare, avec D1, est en train de faire la même chose, mais ils sont quand même plus avancés sur le côté serverless concurrence. Ils ont quand même...
ils ont quand même un peu de bouteille sur le côté serverless. En tout cas, ils y travaillent de manière très longtemps. Et comme le dit Chuck, c'est intéressant dans le contexte de Worker Edge, c'est-à-dire ton application va être déployée sur des centaines de serveurs à chaque coin du monde pour avoir vraiment des réponses très rapides. Donc du coup, ça va un peu dans ce mood-là. Et effectivement, D1, qui est un peu une sorte de Lightstream, mais c'est pas vraiment ça, parce que c'est pas un processus à côté, c'est vraiment dans leurs mécaniques qui sont exposées auprès des utilisateurs de worker.dev, qui est leur... pardon, je me suis affalé dans mon siège. Tout ça, justement, c'est intéressant de voir que ça percole, entre guillemets. Donc Cloudflare est en train de proposer quelque chose aussi. Hop, je vais juste enlever ça. Tac, voilà. Et oui, Vinerval le souligne, effectivement, il dit lui-même que ça scale pas trop en multinode. Mais, je sais pas, je trouve ça intéressant au moins qu'il y ait des nouveaux développements et que ça a l'air d'être relativement pragmatique. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui arrivent et qui disent « je vais tout révolutionner, c'est incroyable ». Bon. Là, j'ai trouvé le blog post. Certes, il y a des claims assez forts, on en a parlé, hein. Mais je trouve quand même qu'il y a un petit côté pragmatique de, je sais pas, j'ai pas voulu trop réinventer la roue non plus parce que Scalite existe. Je pense, et il a pas complètement tort, qu'il y a pas mal d'applications effectivement qui ont peut-être pas besoin d'avoir des grosses bases de données, entre guillemets, enfin des bases de données avec des mécanismes trop complets pour des petites quantités de données. Et je trouve qu'en fait, en vrai, configurer un PostgreSQL, le gérer, c'est du boulot. Et c'est tellement de boulot qu'il y a plein de gens maintenant qui le prennent on the shelf parce que c'est trop de boulot de configurer les sauvegardes, la haute disponibilité, etc. Et donc, du coup, ça permet aussi de plus facilement peut-être self-host des données, donc de d'héberger soi-même ou simplement sur ses propres serveurs, ses bases de données simplement, quoi. Je sais pas. C'est débattable en tout cas. Et je trouvais cet article intéressant. Et aussi le rappel que oui, les ordres de grandeur ont pas mal changé en fait en 20 ans. Voilà, comme le dit Imae, c'est plus de boulot PSQL quand même que juste un SQLite posé à l'arrache. Donc voilà, c'est un peu le gros article que j'ai traduit cette fois-ci. Ceci dit, ça nous a bien pris quasiment 40 minutes à lire. Je pense que les prochaines fois, je prendrai pas des articles aussi longs. C'était intéressant mais un peu verbeux et ça a dû être un peu compliqué. N'hésitez pas à me dire dans le chat si ça vous a intéressé quand même ce genre d'article. C'est pas pour faire de l'engagement, hein, c'est vraiment c'est intéressant pour moi d'avoir vos retours, de savoir ce que vous en avez pensé, etc. Alors, Blef me pose la question de combien de temps ça m'a pris pour traduire ça. Ça m'a pris 1h30. Ce qui est pas tant que ça en vrai. Enfin, on a pris 40 minutes pour le lire, j'ai pris le double pour le traduire. Enfin, le lire à l'oral, hein, ce qui prend évidemment plus de temps, mais voilà. Donc 1h30, ça va. C'est juste que j'ai pas trop l'habitude, donc c'était 1h30 assez intense de me réfléchir à chaque fois. Attends, est-ce que je le dis bien, etc. Mais c'était assez chouette. C'est assez chouette. Est-ce qu'elle t'aurait mis moins le temps à le faire? Bien vu, Minerval. Marrant Cody qui nous dit qu'il écoutait ça en faisant du PSQL à côté. Donc voilà. Et vous êtes une petite quarantaine à avoir écouté un article sur de la réplication de SQLite. Comme quoi, hein, on trouve son public sur Twitch, même pour des trucs niches. Mais c'est un plaisir. Vous en doutez. Oui, tout à fait, Imae, je pense qu'effectivement, il va falloir voir à moyen terme ce qu'on pourra en penser en détail. Par contre, Marcius, c'est intéressant que tu parles de la notion de l'intégrité des données et la gestion des pannes, parce qu'en vrai, c'est vrai que c'est un sujet qu'il ne traite pas trop. En fait, je pense qu'il part du principe que la gestion des pannes, elle va être gérée directement par les applications en lui-même, plutôt que pour le reste. Alors, tiens, question intéressante de Christophe. Non, pardon, de Christophe. D'ailleurs, merci pour ton premier message. Et n'hésite pas à follow la chaîne. Le problème, c'est que je force tellement en faisant genre je force pas, mais en fait je force. Comment j'ai traduit ça? Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'utilisais DeepL pour faire la traduction à la main des différents éléments. Enfin, à la main, aidé par la machine quand même pour gagner un peu de temps. Mais par contre, pour traduire en place, cool. Pour traduire en place, j'utilise une technique que vous connaissez peut-être, mais si vous ne la connaissez pas, ça peut vous intéresser de la découvrir.
En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur la page web originelle, donc elle est ici, vous voyez, paf, I'm all in on server-side SQLite. Et ensuite, j'ai ouvert la page de la fenêtre de développement. Je vous rassure, je n'ai pas modifié directement dans l'inspecteur, ça prendrait trop de temps. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un truc tout bête. C'est que ici, j'ai fait document.body. comment ça s'appelle, content editable true. Paf. Et là, en fait, vous pouvez écrire ce que vous voulez à n'importe quel endroit. Puisqu'en fait, vous passez l'intégralité de la page en content éditable. Donc, content éditable, c'est notamment ce qui est utilisé, c'est plus compliqué que ça, mais en gros, par, vous savez, les éditeurs de texte sur le web, c'est plus compliqué que ça. Il y a des libs, etc. autour de ça. Mais en gros, c'est ce que ça fait, quoi. Et en fait, vous pouvez juste écrire ça, et après, vous changez comme vous voulez. Genre, tu vois, tac, et voilà. Et à la fin, ce que je fais, c'est tout simplement, je fais un CTRL-S et j'enregistre, en fait. Vous voyez? Et ça juste marche. Voilà. Ah oui, Document Design Mode. Ah putain, il y en a qui suivent, heureusement. J'avais oublié l'existence de ce truc. Ah, attends, Design Mode, j'ai jamais utilisé, tiens. Document Design Mode On. Ah ouais, c'est une autre manière de faire, mais ça marche. Intéressant. Bon, il y a aussi Design Mode On, hein, vous avez découvert. Hein. Donc voilà, c'est peut-être ça la meilleure manière de faire. Document.design égale Design Mode égale On. Alors voilà, il y a Fast Story Paper qui dit « Ah, mais c'est comme ça que les gens éditent les tweets !» Alors, non, du coup évidemment non. Mais en vrai, ça peut vous permettre de faire des vannes, des screenshots pétés, des machins comme ça, sans utiliser forcément l'inspecteur d'éléments qui peut être un peu chiant parfois. Et voilà. C'est Rémoulou Dafour qui dit « Waouh, il est fort !» Il y a un peu de ça. Donc ouais, Document Design Mode On. Alors par contre, j'aimerais bien... tiens, on va prendre 3 secondes. Attendez, je vais le dire, je vais le remettre à off, mais en fait, vous rafraîchissez et ça disparaît. Hein. Alors très important par contre, quand vous faites ces modifs-là, pensez à sauvegarder régulièrement, parce que si vous faites pommer ou contrôleur au hasard, bah, vous perdez vos modifications. Donc sauvegardez régulièrement, évidemment. Et alors, truc intéressant. Donc le truc suivant sera une sorte d'abstract de DeepMind dans quelques instants. Je vous tease un peu. Mais juste, j'aimerais prendre 3 secondes pour Design Mode sur MDN. Design Mode, ça vient de où? Et quelle est la différence avec le content éditable? Document Design Mode contrôle si l'ensemble du document est modifiable. Ses valeurs sont on ou off. Cette propriété est par défaut sur off. Firefox suit cette norme. Les versions antérieures de Chrome et de Internet Explorer ont par défaut la valeur inherit. D'accord. Pour les versions de IE 6, 10, la valeur est en majuscule. Fallait écrire on. Donc vous voyez, c'est quand même vachement mieux. Ça existait pour IE 6, quoi. C'est quand même pas très récent. Voilà. Et c'est tout, apparemment. Apparemment, on n'a pas pas plus d'infos. Ok, cool. Bah, si on t'emmerde, tu nous le dis, MDN. Enfin, tu me dis, ils ont peut-être pas grand-chose d'autre à dire, mais en gros, je pense que c'est la même chose que contour éditable, mais à l'échelle d'un document complet, non? C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir la différence entre... Attends, on va te poser la question. Hein. What is the difference between design mode and content éditable? What is the difference sur Answerly? Ouais, super Answerly, ça n'a rien à voir. Hein. J'aurais dû plutôt cliquer sur Stack Overflow, comme toujours. On n'a jamais cliqué sur les blog posts à la con, des fois. Ouais, non, c'est juste que ça applique au document, quoi. Pas l'impression qu'il y ait de différence. J'aime continuer à voir leurs faux screenshots de fake news tout pété où ils arrivent pas à faire un truc crédible. Oui, j'avoue, BL, il faut jamais donner ça alors, pas tant les zoomers, mais plutôt les boomers, moi, vraiment, littéralement les boomers qui font des trucs dégueulasses. Merci Squelette Mou pour ton follow. Et n'oubliez pas, si vous voulez que j'arrête que je vous remercie de follow, et ben followez toujours plus, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas comme ça que ça marche, hein, je serai pas affilié parce que vous serez tous followés, mais au bout d'un moment, vous inquiétez pas, j'arriverai à être affilié et on aura des sondages, on aura la possibilité d'avoir des émotes personnalisées, et vous pourrez même me donner des sous si vous voulez, une folie.
Les Xoomers. Et les Genixers à la bourre, voilà ça. Bref, donc voilà, donc c'était assez intéressant. Je vais prendre un article en français un peu quand même, parce que de temps en temps, quelques articles en français. Et j'ai notamment cet article que j'aime bien, de Next Impact, parce que moi je suis un lecteur de presse indépendante française. Non, j'aime beaucoup ce que fait Next Impact pour le coup. Et je voulais faire un petit point, parce qu'on a fait du dev là, j'avais un peu parlé de tech un peu généraliste on va dire. Et notamment sur la potentielle fin des promotions de merde en ligne. Alors, promotion de merde, il y en aura toujours, mais en tout cas, la loi va changer. Et j'ai trouvé ça très intéressant, et je me suis dit, tiens, je vais vous la partager. En plus, c'est assez court, on va en parler rapidement. Next Impact, je vous recommande encore Next Impact, je suis abonné, hein, vous voyez, il y a ma gueule en haut à droite. Next Impact, il y a plein de choses très intéressantes. Et ce qui est cool, c'est vraiment chouette. Ils sont un peu sortis du côté qu'ils faisaient à une époque où ils faisaient beaucoup de news. Là, ils font moins de news, mais je trouve des sujets plus intéressants et plus à eux. Ils ont quand même des domaines d'expertise, notamment sur la loi française. Ils suivent bien les évolutions de la loi, et notamment, vous allez voir hein, justement sur ce sujet-là. Mais il y a d'autres trucs aussi assez cool dont ils parlent, et on apprend plein de choses. Et on reste, alors, pas tous, je pense ici, mais on est nombreux à vivre en France. Il y a certains ici qui vivent en Suisse, je le sais. Peut-être d'autres qui vivent en Belgique, peut-être des amis québécois, mais si je sais pas quelle heure il est actuel. Quelle heure il est actuel ? Je vais mettre heure à Montréal. Et normalement, il y a... Hop, il est 5h11, autant vous dire que je pense qu'ils dorment. Donc voilà, ils ont plein d'articles intéressants régulièrement. Et ils faisaient aussi pas mal, je crois qu'ils le font encore, pas mal de tests hardware sur Impact Hardware, donc c'est assez chouette. Moins 6h, oui, c'est ça. Il manque juste un flux RSS pour suivre Next Impact. Et ben c'est faux, puisque si vous êtes abonné, vous avez non seulement un flux RSS, mais en plus il est plein. C'est-à-dire que vous avez les contenus des articles dedans. Si ma mémoire est bonne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Next Impact. Et oui. Va vérifier avant de t'abonner évidemment, mais je crois que ça fait partie de leurs perks. Bon, ça m'intéresse pas parce que ça fait longtemps que je lis plus de flux RSS pour plein de raisons, mais ça existe. Donc, promotion bidon en ligne, bientôt la fin. Avec toujours leur sous-titre Retour vers le passé, parce que vous allez voir, en fait, on va juste revenir à ce qui était avant, mais en mieux. Vous allez voir, c'est pas mal. Alors, pouf. Ah, par contre, c'est dommage que je puisse pas juste avoir ça. Dommage. Bon, vous avez en plus les infos en continu, puis je vais... Hop, voilà. Gonfler le prix barré d'un produit permet à un site de e-commerce d'afficher une grosse réduction de façon artificielle. Le stratagème pourrait disparaître. À partir du 28 mai 2022, une directive européenne encadre la définition de ce prix de référence. Elle rétablit une règle supprimée il y a 7 ans. Donc en fait, vous allez voir, l'Europe, c'est facile, hein, c'est nous via l'Europe. Hein. N'oubliez pas que l'Europe, c'est pas que des gens bizarres à Bruxelles. C'est aussi les gouvernements qui interagissent là-bas. Et c'est notamment Amazon qui faisait ça, même si Amazon s'est calmé, mais oui... 260 € d'économie. C'est la réduction alléchante qu'offrait le site Cdiscount pour un smartphone Samsung Galaxy S20 FE 4G. L'enfer, ces noms de trucs. Début mai, pendant l'opération promotionnelle des French Days. Au lieu de 659 €, son ancien prix, selon Cdiscount, qui affiche ce montant comme prix barré, l'appareil est proposé à 399 €. Et le 659 qui est barré. Une super affaire, pas si suant. Pardon. Car au même moment, de nombreux autres sites proposent ce modèle à des tarifs voisins, entre 380 et 400 €, y compris Samsung sur sa propre boutique en ligne. Surtout, Cdiscount lui-même vendait cette version du Galaxy S20 à 449 € début avril, selon une ancienne version de la page conservée en copie sur le site archive.org. Selon le prix, le prix barré de 659 € sert surtout à pouvoir afficher une grosse réduction. Et Next Impact avait prévenu de vous méfier des prix barrés. Moi, je trouve littéralement que c'est de l'arnaque, mais apparemment, c'est plus compliqué que ça. Eh ben, merci Bluff, n'hésite pas à revenir, et le replay sera évidemment disponible tant sur Twitch que sur ma chaîne YouTube. Ciao. La nouvelle règle, le prix le plus bas des 30 jours précédents. Ce genre d'annonce illusoire qui pullule sur le web pourrait bien disparaître. Une disposition issue de la directive européenne sur les règles de protection des consommateurs, encore des Allemands, je pense qu'ils l'ont poussé, parce que les Allemands sont au niveau de protection des consommateurs, ils sont là, vient mettre de l'ombre dans les annonces de réduction de prix.
Donc c'est une directive dite Omnibus, transposée en droit français fin 2021. Applicable au 28 mai 2022, donc littéralement dans 12 jours, elle encadre précisément le prix de référence, ou prix barré, qui sert à calculer les remises. Jusqu'à présent, les professionnels disposaient d'une grande liberté dans le choix de ce prix, autorisant de nombreux excès. Le prix antérieur à la réduction, obligatoirement affiché, devra désormais correspondre, je cite, au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des 30 derniers jours précédant l'application de la réduction de prix. Donc, en gros, le prix le plus bas des 30 derniers jours avant, selon le nouvel article du Code de la consommation. Cela revient peu ou prou à rétablir une règle ayant existé en France avant 2015. Donc en fait, on revient en arrière, mais là, pour le coup, c'est pour une bonne raison. Il s'agit de garantir que les remises affichées sont authentiques. Cette période de référence de 30 jours a pour objectif d'empêcher les professionnels de jongler avec les prix et d'afficher de fausses réductions de prix, comme augmenter le prix pendant une courte période avant de le baisser par la suite en faisant passer ça pour une réduction importante du prix qui induit en erreur le consommateur. Indique le document d'orientation publié par la Commission européenne sur cet aspect. Cette règle garantit donc que le prix de référence est réel et qu'il ne s'agit pas d'un simple outil de marketing visant à rendre la réduction attrayante. J'avoue, ouais. Skeletmo qui souligne que, de toute façon, les sites de dropshipping dégueulasses qui font n'importe quoi s'en foutront quand même. Mais voilà, ça fait encore un angle sur lesquels les attaquer. C'est surtout pour les gros sites genre Cdiscount, etc. Cdiscount, comme on l'a vu, t'es quand même coutumier du genre. L'Europe rétablit ce qu'elle avait supprimé, donc justement, il parle un peu de ça, du fait que Aujourd'hui, l'utilisation de prix de référence anciens ou peu appliqués afin de gonfler artificiellement les réductions fait l'objet de critiques récurrentes. Les défenseurs des consommateurs montent au créneau sur le sujet, par exemple lors du Black Friday ou lors des soldes. L'ironie de l'histoire, c'est que si l'Union européenne qui vient mettre de l'ordre dans ses pratiques, c'est par elle que les désordres étaient arrivés. En France, la règle du prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédant la réduction figurait déjà dans la réglementation depuis 1977. Il s'agit de l'arrêté, d'un certain arrêté, étudié par des générations de juristes. Plus récemment, elle était reprise en un arrêté de 2008. Mais ce vieux principe n'a pas résisté à la montée en puissance du commerce en ligne, où tous les coups sont permis pour éviter que l'internaute parte cliquer chez le concurrent. Ainsi, le site Cdiscount, épinglé pour de nombreuses promotions litigieuses, a entrepris de contester la réglementation française, donc c'est de leur faute, il y a une dizaine d'années. La justice européenne lui a donné raison en septembre 2015. Elle a estimé que le droit de l'Union européenne ne permettait pas un cadre aussi restrictif. En fait, c'est l'Europe, mais c'est pas volontaire de la part de l'Europe. Enfin, c'est débattable sur ce que vous pensez de l'Europe, mais en gros, c'est en creux que, via l'Europe, cette règle avait sauté. Les autorités françaises ont donc abrogé la règle des 30 jours. Depuis cette époque et jusqu'à aujourd'hui, la réglementation laisse une grande marge de manœuvre aux magasins physiques, mais ça marche aussi pour les magasins physiques, et les sites de vente en ligne. Ils déterminent librement le prix de référence à condition de pouvoir le justifier et de ne pas tomber dans la pratique commerciale trompeuse. Donc la pratique commerciale trompeuse étant un fourre-tout, je pense que c'était plus compliqué pour la DGCCRF de faire des contrôles notamment automatiques. Et oui, Minerva a raison de le dire, c'est la justice européenne et pas le législateur européen. Sachant que le Parlement européen est quand même normalement assez favorable aux consommateurs sur plein d'aspects. Alors vous allez voir, il y a quand même un truc en plus. Le prix conseillé par le fabricant ne pourra pas être utilisé, et ça c'est nouveau. C'est donc cette période d'encadrement très lâche, propice aux promotions fantaisistes, qui prend fin le 28 mai 2022. Mais le retour à la situation antérieure n'est pas complet. Les nouvelles règles sont plus contraignantes que celles en vigueur avant 2015. À l'époque, était également admis comme prix de référence le prix conseillé par le fabricant, qui est toujours un prix pété. Enfin moi je trouve que c'était vraiment... voilà. La directive européenne ne prévoit pas cette possibilité. Ce garde-fou peut se révéler précieux concernant les produits high-tech, dont les prix dégringolent rapidement après leur arrivée sur le marché. Aujourd'hui, de nombreuses offres utilisent le prix de référence d'un prix conseillé par la marque obsolète. C'est le cas de Cdiscount, par exemple, sur l'exemple du Galaxy S20. Le prix barré est de 659 €, qui laissait à croire à une réduction colossale, est indiqué comme étant le prix conseillé par la marque en juin 2021. En réalité, il n'était plus vraiment pratiqué depuis longtemps. Avec la nouvelle réglementation, Cdiscount ne pourra plus utiliser ce montant comme prix barré. Ça, c'est quand même une nouveauté, quoi. La règle du prix le plus bas dans les 30 jours précédents connaîtra toutefois quelques exceptions, quand même pas déconner. Elle ne s'applique pas pour les réductions de prix sur les produits périssables, fair enough, ni en cas de réduction successive. Par exemple, la deuxième des marques lors des soldes, tu as le droit de rebarrer le prix pour mettre un nouveau prix. Ni lorsqu'un revendeur compare ses prix à ceux d'autres vendeurs.
Les sanctions dépendront de l'ardeur des contrôles, donc évidemment Next Impact rappelle ça, puisque pour un professionnel, le non-respect de ce nouvel encadrement du prix de référence sera considéré comme une pratique commerciale trompeuse, donc le grand bac dont je parlais tout à l'heure, passible de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. C'est quand même... Ouais, c'est pas juste le cost of doing business pour un Cdiscount, je pense, 300 000 euros d'amende, hein. Ça peut vite faire mal. Évidemment, c'est rarement la peine maximale qui est prononcée, mais quand même. Les e-commerçants les plus agressifs sur les promotions trouveront-ils de nouveaux stratagèmes pour échapper aux annonces de réduction loyale? Ou peut-on enfin espérer un grand ménage? Les promotions douteuses étant particulièrement enracinées, tout dépendra de la fréquence et de la sévérité des contrôles. C'est l'administration de la répression des fraudes, donc la DGCCRF, qui en a la charge. Mais son action est limitée par ses faibles moyens. Le manque d'effectifs est régulièrement dénoncé par les syndicats de l'administration. Moi, ça me rend fou qu'on... Bon, après, là, c'est politique, hein, mais je trouve fou qu'on donne pas plus de moyens à toutes les... Parce il y a des notions sur est-ce qu'on doit mettre plus de moyens à la police, etc. Bon. Mais je trouve qu'il y a vraiment un sous-effectif criant chez toutes les personnes qui doivent gérer les délits de col blanc, entre guillemets. Enfin, tout ce qui est lié justement à de la fraude, comme ça, je trouve qu'il n'y a pas assez de moyens mis en place par l'État là-dessus. Mais bon. Pour faciliter leur travail, ah oui, ça c'est important. Pour faciliter leur travail, les internautes peuvent signaler les réductions suspectes via la plateforme officielle signal.conso.gouv.fr dans la rubrique achat, magasin ou internet, prix puis fausse réduction de prix. Vous allez voir signal.conso, si vous connaissez pas, c'est super. C'est vraiment ultra facile à utiliser. C'est très très rapide. Et en fait, tu peux directement signaler un problème, indiquer ce que c'est, il y a plein de trucs, c'est très bien rangé, etc. Et après, ça envoie automatiquement un message aux commerçants concernés, et s'il réagit pas, ou si ça te plaît pas, bah, tu as la DGCCRF qui est mise au courant, ce qui est assez cool. Ça fait en fait une sorte de clause de soupape pour que la DGCCRF ne soit pas systématiquement... Enfin, si c'est juste une erreur, tu vois, bon, bah au moins ils peuvent régler. Par contre, s'il y a régulièrement des erreurs, la DGCCRF, elle fait c'est bizarre. Voilà. Donc si vous voyez des tromperies comme ça, n'hésitez pas à utiliser Signal Conso, c'est très pratique. Alors qu'est-ce que vous dites? Avec toujours un retard du législateur pour corriger un problème pointé par le juge, qu'on constaterait au niveau national autant qu'au niveau européen. Bah là, oui, ça a pris quand même 6 ans, enfin 7 ans, hein, c'est quand même long. Hein. Il y a aussi des sites qui demandent pas les 3 chiffres derrière la carte bleue au moment du paiement, ça veut pas dire que les 3 chiffres derrière la carte bleue ne servent à rien. Oui, ben, non, effectivement, c'est pas systématique. On peut faire un paiement sans les trois derniers chiffres. C'est juste que ça coûte plus cher en termes de commission sur la vente parce qu'il y a plus de risques de fraude. Et puis avec la DSP2, normalement, ça va plus être autorisé à un moment ou à un autre. Mais bon, ils ont tellement repoussé parce que les banques sont à l'arrache. Enfin, et les commerçants sont à l'arrache. Mon côté très très régulationniste trouve ça très bien, mais quid des moyens de contrôle? Voilà, DGCRF est déjà sous l'eau, bah, comme tu as vu, Squelette Mou, littéralement, on en a parlé à la fin de l'article. Et même pas un numéro vert. Et oui, tu as raison, Valentin, un service avec non seulement un URL qui est pas à rallonge, signal.conso, ça va, .gouv.fr, et surtout .gouv.fr. Moi, c'est le truc qui me rend le plus fou. Je sais pas, chacun a ses petits pet peeves, des trucs qui les rend fous. Moi, un truc qui me rend fou, c'est tous ces sites, et qui sont pas des sites historiques, c'est des sites qui sont lancés récemment, donc de l'État, qui sont pas en gouv.fr. Ça me rend dingue. S'il vous plaît, utilisez gouv.fr, ça sert à ça, quoi. Les fraudes sont gérées juste après le volet écologique. Five Story Paper est un scandale. Et c'est fait par Betagouv, merci Tchak de le dire. Betagouv, on rappelle, hein, c'est des gens très chouettes qui font des trucs très chouettes pour l'État. C'est un ensemble de... En fait, ça a été une initiative qui a été faite il y a, je sais pas, une dizaine d'années maintenant, je dirais. D'essayer de faire de la modernisation de l'action publique, de la modernisation des services publics, mais sans en faire des énormes projets qui durent 5 ans et qui échouent, enfin 5 ans encore si ça va, avec des Capgemini & Co. Quoi. C'est vraiment l'idée, même s'il y a du Capgemini dans l'affaire, mais l'idée c'est de faire plus petit, mais qui marche, et qui arrive en production, et qui soit utile, et surtout qui puisse ensuite être pris en main par les administrations cibles. C'est très très cool. Mais par contre, voilà, il nous indique, Tchak, que c'est pas évident forcément d'avoir .gouv.fr quand tu fais un petit service, ce que je veux bien croire. Et oui, The Neutral W, merci pour ton premier message d'ailleurs. Conso.gouv qui n'existe pas, ben, ça fait un peu bizarre, parce que du coup, signal.conso, quand conso n'existe pas, peut-être qu'un jour ce sera l'URL du ministère de la Consommation. Ça existe, le ministère de la Consommation? Je suis pas sûr. Et d'ailleurs, j'ai un exemple que je donne toujours sur aquaserbeta.gouv.fr. Ils ont fait un truc que je trouve trop bien. Qui est un simulateur de salaire brut net.
simulateur salaire brut net. Et normalement, il remonte assez vite. Voilà, c'est monentreprise.ursaf.fr. Bon, vous n'ayez pas peur, hein, c'est un sous-domaine de l'URSSAF. Et mon entreprise, c'est trop bien parce qu'ils ont plein de simulateurs, mais ils ont notamment ce simulateur qui est incroyable, qui vous permet de tester, par exemple, avec le SMIC, et vous voyez exactement le salaire brut, le salaire net, et même le salaire après impôt. Ils prennent en compte les particularités du prélèvement à la source. Et en fait, tu peux répondre à des questions pour que ce soit plus précis. Ça, c'est le cas général. Et en fait, si tu dis, ah non, mais moi je suis en CDD, ben, ça va mettre à jour, par exemple, si je mets CDD, ça va mettre à jour voilà, combien tu gagnes et combien ça coûte pour l'entreprise. Et ce qui est très cool, c'est qu'il y a un petit côté pédagogique aussi en même temps, c'est que ça te dit, en fait, à quoi ça sert la différence entre chaque case. Bah voilà, ça paye la retraite, ça paye la santé, etc. Je trouve ça super, et c'est très cool si vous commencez à, si un jour vous voulez lancer votre boîte, c'est pour ça que ça fait partie de mon entreprise, qui est un site qui est plutôt pensé pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs, où en gros ça contient plein de simulateurs, etc. pour t'aider à te projeter. Et pour l'URSSAF, c'est pas débile parce que ça permet aux gens de pas être surpris en mode genre quoi, je dois dépenser des cotisations. Voilà, au moins tout est intégré. Et d'ailleurs, ça pousse le terme cotisation, ce qui est une bonne chose. Et ça, voilà, justement, Tchak, c'est BetaGouv aussi. C'est BetaGouv, ils avaient lancé ça à l'époque, ça s'appelait, je crois, embauche.beta.gouv.fr pendant longtemps. Et là, maintenant, ça a été repris par l'URSSAF. Donc il y a ça aussi, il y a le côté cool de, le projet est pas juste, bon bah voilà, c'est terminé, et puis il n'y a plus rien après. Non seulement c'est repris par l'URSSAF, mais en plus, ils ont vraiment plein de mises à jour régulières avec des nouvelles fonctionnalités et plus de cas pris en compte, etc. C'est très 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 chouette. Ah, voilà, Aska avait utilisé ce site à l'époque, et moi aussi j'avais utilisé ce site à l'époque pour les croissants, pour faire mes business plans. C'était trop bien de pouvoir calculer en gros, et les calculs sont plutôt justes, hein. Évidemment, ils s'engagent jamais sur ces calculs parce que c'est trop, il y a trop de risques que ce soit pas bon pour des raisons qu'ils n'ont pas en tête, mais c'est très 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 chouette. Et Vinerval, ouais, souligne que l'URSSAF s'est quand même vachement amélioré ces dernières années en termes d'outillage informatique. Après, il y a quand même encore des gros scandales qui existent. Mais moi, personnellement, avec l'URSSAF, à l'époque de Les Croissants, qui était la boîte que j'avais créée à l'époque, si vous n'avez pas la ref, c'est vraiment les interlocuteurs que j'avais eus qui s'étaient le mieux comportés. Et voilà, ça parle des croissants, forcément. Bref. Donc voilà, donc un bel article de Next Impact sur les promos. Donc au moins, vous saurez pourquoi les trucs auront moins l'air pétés dans les prochains mois. Là aussi, dites-moi si ça vous a intéressé dans le chat, ça m'intéresse de savoir si ça vous intéresse de temps en temps d'avoir un peu de francophone. Il n'y aura pas que du Next Impact à l'avenir, je vous rassure. Il y aura aussi du Numérama, il y aura aussi peut-être du ZDNet, peut-être d'autres trucs, etc. Hein. Mais Next Impact, j'aime bien. Et je vous envoie évidemment le lien ici dans le chat pour aller le lire par vous-même ou le retrouver, etc. Et évidemment, tout ça sera sur la page lundi.dev, on rappelle, hein, ici. Je ferai un peu d'effort pour mettre tous les liens ici. Arrêtez avec les croissants, c'est vachement bien, mais il faut move on, comme on dit. En tout cas, c'est ce que j'essaie de me dire. On va passer à mon deuxième et pas dernier article forcément, mais en tout cas le deuxième article que j'ai traduit, et j'en ai traduit que 2 cette fois-ci, qui est un article qui vient de DeepMind. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est que DeepMind dans le chat ? DeepMind, c'est une succursale de Google. Donc c'est pas Google directement, mais ça fait partie, je crois, de Alphabet, ou en tout cas, sinon c'est une succursale de Google, quoi, qui est dédiée à l'intelligence artificielle en mode bourrin. C'est-à-dire que Google eux-mêmes, ils ont beaucoup de travaux sur l'intelligence artificielle, le machine learning, tout ça. DeepMind, ils sont vénères, hein. Ils font des trucs assez badass. C'est eux notamment qui avaient fait cette intelligence artificielle qui avait battu... alors je sais pas si c'est le champion de Go, enfin bref, qui avait battu le jeu Go. AlphaGo, tout à fait. Très impressionnant. Et super squelette mou. Merci pour tes gentils messages. Donc ouais, DeepMind, ils font ce genre de choses assez badass. Et là, ils ont fait un truc que je trouve très chouette. Enfin, intéressant. C'est un agent généraliste. Donc, s'il s'appelle agent, vous voyez, on parle d'agent en termes d'intelligence artificielle. C'est un programme, quoi. Généraliste. C'est assez fou, vous allez voir. En gros, j'ai traduit l'abstract et les quelques trucs qu'ils ont mis sur leur page. J'ai pas traduit le papier. Alors, juste pour anecdote, hein, le papier. Comment vous dire le papier ? Le papier, c'est un peu long. C'est normal, c'est un papier de recherche, mais c'est pas vraiment un papier de recherche. Je sais pas à quel point on peut considérer que c'est un papier de recherche. Si, je pense que c'est un papier de recherche quand même. Mais voilà, non, c'est pas rien, quoi.
Et non, j'ai pas tout traduit BL. Non, parce que là, pour le coup, vraiment, je pense que ça m'aurait pas pris 1 heure, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Déjà, rien d'essayer de tout comprendre, ça aurait été un grand délire. Donc, j'ai pas forcément tout compris, mais vous allez voir, c'est intéressant. Euh, alors, ah oui, Maël le dit, oui, DeepMind bat les pro players StarCraft 2, je crois que c'est dans certaines conditions, mais oui, c'est assez impressionnant. Donc l'heure est au gâteau, puisque ça s'appelle gâteau. Vous allez voir. Miaou, vous avez une bonne vanne. Parce qu'on le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, on le rappelle. Je vous informe, si vous ne le savez pas, que en espagnol, le chat s'appelle, enfin le chat se dit gâteau. Alors on va donc de DeepMind, un agent généraliste. Ah oui, c'est beaucoup plus long qu'un article, on est d'accord, Squelette. L'abstract, c'est inspiré par les progrès réalisés dans la modélisation du langage à grande échelle, nous appliquons une approche similaire pour construire un agent généraliste unique au-delà du domaine de la génération de texte. L'agent, que nous appelons Gato, genre je le dis avec 15 accents circonflexes sur le A, c'est improbable, fonctionne comme une méthode généraliste multimodale, multitâche et multi-incarnation. Le même réseau avec les mêmes poids peuvent jouer à Atari, légender des images, chatter, empiler des blocs avec un vrai bras de robot, et bien plus encore, en décidant en fonction de son contexte s'il faut produire du texte, des couples articulaires, des pressions sur des boutons ou d'autres jetons, tokens. Dans ce rapport, nous décrivons le modèle et les données, et nous documentons les capacités actuelles de Gato. Alors, il y a une petite vidéo que je trouve assez chouette, qui montre l'étendue de ce qu'ils sont capables de faire. Alors, c'est une petite boucle, hein, c'est pas très long, mais voilà, juste vous voyez. En gros, il est capable de bouger des cubes, jouer à des casse-briques sur Atari. C'est assez fou, quoi. Conquérir le monde, transformer les humains en pile, c'est un peu de ça, quoi. Alors oui, dans l'article original, ils ont copié-collé le début de l'article dans l'abstract, donc je passe ce truc-là. Donc, comme on voit sur cette image, il y a un petit côté genre, voilà, il y a Gâteau au milieu, et il est capable de jouer à des jeux Atari. Alors ça, je sais pas, c'est de la classification de photos. De discuter là-dessus. What is the capital of France? Paris. De dire que ça, c'est un chat qui est à côté d'un mur de briques. De jouer à une sorte de Sokoban. Et de manipuler un robot, quoi. Un bras de robot. Ce qui est quand même assez impressionnant. Un peu. Chaud. Pendant la phase de formation de Gato, les données provenant des différentes tâches et modalités sont sérialisées en une séquence plate de tokens, mise en lot et traitée par un réseau neuronal transformateur similaire à un grand modèle de langage. La perte est masquée de sorte à ce que Gato ne prédit que les cibles d'action et de texte. Donc les notions de transformateur, je vous avoue que j'ai un peu regardé ça, mais je suis pas très bon à comprendre tout. En gros, c'est toute une mécanique qui avait été pensée pour essayer d'avoir une sorte d'IA modulaire, c'est-à-dire en gros de pouvoir avoir des stockages de type de transformation qui est capable de faire un certain modèle d'intelligence artificielle pour faire de la génération de texte. Et en fait, ils ont remarqué qu'en utilisant ces modèles-là, ils étaient capables d'avoir des sortes de sous-sections pour faire des sortes des sortes d'actions et d'autres mécaniques qui existent, quoi. Et certains domaines, entre guillemets. Et c'est assez intéressant, je trouve, qu'on en arrive là, quand même. Lors du déploiement de Gato, une requête, telle qu'une démonstration, est tokenisée, formant ainsi la séquence initiale. Ensuite, l'environnement donne lieu à la première observation, qui est également transcrite au token, et ajoutée à la séquence. Gato échantillonne le vecteur d'action de manière autorégressive, un token à la fois. Alors, Akes nous dit, un transformer, c'est une couche qui peut transformer des données séquentielles en espaces latents et inversement. D'accord. D'accord. On voit les limites parce que moi, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, c'est un peu mes limites. Mais justement, je trouve ça bien quand même de lire un peu, d'essayer de comprendre un peu, et avec vous, pourquoi pas. Sachant qu'évidemment, je vais essayer d'up mon game pour essayer de comprendre, quoi. Une fois que tous les tokens composent le vecteur d'action,
composant le vecteur d'action ont été échantillonnés, déterminés par la spécification d'action de l'environnement. L'action est décodée, puis envoyée à l'environnement qui fait un pas, enfin qui step, et produit une nouvelle observation, puis la procédure se répète. Le modèle voit toujours toutes les observations et actions précédentes dans la fenêtre de contexte de 1024 tokens. Donc il voit ce qui s'est passé, et il agit. Donc par exemple, là on a un exemple avec donc un prompt qui est potentiellement optionnel, mais on lui dit regarde, voici une capture d'écran d'un jeu vidéo, et moi l'action que je fais c'est d'aller vers la droite par exemple, ou d'aller vers la gauche, ou d'appuyer sur A par exemple, s'il y a un bouton A. Et ensuite on lui donne une version tokenisée donc de l'écran, et lui il donne les instructions, et après il reprend l'écran, etc., et il a 1024 tokens comme ça. Transformers. Gato est entraîné sur un grand nombre de jeux de données comprenant l'expérience de l'agent dans des environnements simulés et réels, évidemment, c'est pas de nulle part. En plus d'une variété de jeux de données en langage naturel et en images. Ça, c'est des trucs un peu classiques qu'on utilise sur la plupart des entraînements d'intelligence artificielle. Le nombre de tâches pour lesquelles les performances du modèle Gato pré-entraîné sont supérieures à un pourcentage du score des experts, regroupé par domaine, est indiqué ici. Donc en gros, on voit le pourcentage de score de l'expert, et on voit à quel point ils sont capables de faire ces tâches plus que 60%, entre guillemets. Plus que 60% d'un humain expert, on va dire. Et donc ça dépend complètement. Par exemple, le Sokoban, on voit que bon, c'est pas dingo. Mais quand même, Atari s'en sort quand même correct, hein, à peu près autant que 50% des experts, donc c'est pas dégueu. Skelet Moon nous dit peut-être qu'un jour on aura des captchas du turfu où il faudra jouer à des jeux en 2D pour entraîner les IA. Ça va devenir compliqué, hein. Si à chaque fois qu'on doit se connecter à une page on est obligé de faire ça, ça va être très long. J'ai jamais pu créer un compte sur ce site, il fallait finir un niveau de Céleste. Oh, putain, j'imagine. Et en vrai, non. En vrai, excellente vanne. Hein. Si quelqu'un fait un captcha comme ça, genre ça reproduit un peu un faux niveau de Céleste en captcha. J'aimerais bien voir la réaction des gens. Improbable. Pour faire ce captcha, branchez une manette. Les images suivantes montrent également comment le modèle Gato pré-entraîné avec les mêmes poids peuvent faire du sous-titrage d'images, participer à un dialogue interactif et contrôler un bras de robot par de nombreuses autres tâches. Par exemple, on va voir. Ah, donc là, on a quand même un groupe de personnes qui est près d'un cheval. Un homme qui mord un kite en étant à côté d'un site de construction. Oui, alors par contre, je suis pas... Voilà, a big truck in the middle of a road, ça me semble plus être correct. Genre, c'est un truck au milieu d'une route, c'est plus correct. Voilà. Alors, des fois, il y a des trucs bizarres hein, quand même dans les réactions, hein, puisqu'on a quand même un couple, deux personnes devant un océan, pas vraiment. Alors que a surfer riding a wave, c'est un peu plus vrai, quoi. Et par contre, là aussi, hein, quand même, il arrive à comprendre que c'est un cheval avec une bride bleue et d'argent, c'est pas mal. C'est quand même assez bluffant de savoir qu'il sait faire ça, mais il sait aussi répondre à des trucs. Alors, des fois, il dit n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai cet exemple-là. Donc, on va prendre un exemple où ça marche et un exemple où ça marche pas. Explain the basics of back. Donc, explique-moi la base des trous noirs. Là, il pose la question, il dit donc, je pense que je dois répondre à la question qu'est-ce qu'un trou noir. Il dit oui, voilà, vas-y. Et donc là, il répond un trou noir apparaît quand une étoile meurt et implose dans une réaction en chaîne. C'est typiquement causé par l'expansion du cœur en hélium d'une étoile. Et ça arrive encore plus vite quand ça touche un grand poids. Ça en fait un black hole. Par contre, ce qui est marrant, c'est là, il est complètement pété. Par exemple, quelle est la capitale de la France ? Marseille. Marseille est fameux pour son jazz.
Et il dit quels sont les musiciens connus de Marseille. Et il parle de Herbie Hancock, John Coltrane, Tony Bennett et Étienne Wouter. Est-ce que c'est vrai, les amis? Je ne sais pas. On va regarder. Herbie Hancock. Voilà, qui est né à Chicago dans l'Illinois. On va chercher s'il y a Marseille dans l'article Wikipédia. Non. Donc bourré. John Coltrane. A-t-il un lien avec Marseille? Alors, il y a des gens qui en parlent dans sa bibliographie, mais pas vraiment. Donc oui, c'est un peu quelque chose. Ah, Marsus, ça m'intéresse. Si t'as 1400 signes, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. On peut peut-être terminer là-dessus, puisque apparemment on va pas coder aujourd'hui, puisqu'on est déjà à 11h40. Mais voilà. On codera une prochaine fois, vous inquiétez pas. Alors c'est le fait qu'il soit fada là-bas, non mais voilà. L'IA est complètement bourré, donc il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout. Mais quand même, voilà. Quelle est la capitale de la France? Paris. Et des choses cool à voir dans Paris. Bon alors oui, c'est super Paris, il y a plein de choses super à regarder. Il y a plein de musées comme... Il y a plein de musées dans l'avenue des Champs-Élysées, comme le Louvre. Alors non. Le Louvre n'est pas à l'avenue des Champs-Élysées. Ou la difficile mais fabuleuse cathédrale Notre-Dame. La fameuse difficile cathédrale Notre-Dame. Ok. Justement, t'as une ville américaine qui s'appelle Marseille. Certes, Valaroccar, mais quand même pas dans l'article Wikipédia en question. Donc bon. Voilà, Gouldo nous souligne que apparemment il n'y a pas de jazzman qui s'appelle Étienne Wouter. Il part vite dans le décor. Mais là, vous voyez, c'est marrant parce que c'est à la limite de ah, on pourrait croire, mais en fait non, pas du tout. Mais ce que j'adore, c'est visiter la Bastille. Bon ben, ok, au Caire. Notre-Dame est à niveau de Dark Souls. Ouais. Un peu bourré quand même. Hein. Mais bon, c'est pas évident en fait à vrai. Hein. Je leur jette pas trop la pierre, mais bon. Et ensuite, on voit quand même qu'il arrive à prendre des cubes ou des pièces et à les mettre les uns sur les autres. Donc certes, il sait pas que le Louvre n'est pas sur la rue des Champs-Élysées, enfin l'avenue des Champs-Élysées, mais il sait mettre des cubes les uns sur les autres dans la vraie vie. Ce qui est quand même BG, quoi. La terreur de 1793. Oui, c'est bizarre, oui, c'est pas 1789. Ouais, bon, ivre. C'est pas durant la terreur qu'il y a eu ça. Vous voyez, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on arrive un peu dans l'Uncanny Valley, hein, qu'on a un peu mis à toutes les sauces, mais là, pour le coup, il y a un peu de ça, à base de... Salut, je suis bourré, je vais te faire des recommandations à Paris. À Paris. C'est pas une IA, c'est un bébé, nous dit Somonflex dans ses premiers messages, merci à toi. Oui, un peu de ça, c'est un peu bizarre. Cool. Donc voilà, donc vous pouvez lire cet article, bon, vous pouvez lire ce petit résumé rapide, je vous mets le lien quand même par principe, et il y a le lien vers la version originale à partir de là. Mais ouais, étonnant hein, quand même cette affaire-là. On arrive petit à petit quand même, on a des petites étapes, les premières étapes, hein, c'est les premières, un peu plus que la première, mais les premières étapes vers la fameuse intelligence artificielle généraliste qui va révolutionner le monde, hein, dont on nous parle en long, large et en travers depuis longtemps. Là, on a le bébé qui comprend pas forcément tout ce qu'il fait, mais au moins il est capable de faire plusieurs choses. Donc c'est assez intéressant en vrai. Martin, tu me l'as envoyé ou pas? Ouais, tu me l'as envoyé. Tu me l'as envoyé. Alors, je vais juste passer en flou, hop, en prêt, le temps d'aller chercher ta réponse complète. Et puis je vais la coller dans un truc. Hop. Donc c'est le point de vue de Martin qui est dans le... C'est un peu notre répondeur de fin d'émission. N'hésitez pas à faire ça, pourquoi pas. Et on va voir ce qu'il nous dit. On va faire un giste. Paf. Marsus.md. Hop. Et je vais écrire l'avis de Martin. Enfin, de Marsus Web, pardon. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas grand... Enfin, on peut se douter que tu t'appelles Martin, mais voilà. Sur Lightstream, voilà. Et je vais le créer en secret, parce que c'est pas forcément envie que... Voilà, paf. Hop là. Salut Ikisha. C'est bientôt fini, hein, je vous rappelle, dans peu de temps. Mais on va d'abord lire, et je trouve ça intéressant, le point de vue de Marsus Web, qui est toujours dans le chat, sur Lightstream qu'on a lu au début. J'arrive après la bataille, j'ai lu un peu la doc technique de Lightstream. Donc, ça court-circuite le while checkpointing pour avoir le temps de faire des copies du while sur une autre machine. C'est comme ça que Postgre fait des réplicas, donc rien de choquant a priori. Mais,
La réplication, c'est une solution compliquée à 2 problèmes. Un, de la haute disponibilité. Si ça plante, on peut basculer vers une autre machine. SQLite est pas bon à ça. Ça ne permet pas de faire des migrations à chaud. Réponse à ça dans l'article. Oui, mais à froid, ça va vite sur un SSD. Je pourrais détailler, mais ici, la réplication permet pas de faire la migration pendant que la réplique sert du trafic. Alors que ça pourrait, au moins en lecture. Oui, j'avoue, effectivement, si t'es obligé d'attendre qu'il y ait une réduction de trafic, c'est un peu casse-gueule. 2. Supporter plus de lectures concurrentes, c'est un problème car SQLite n'utilise pas de lock très fin et une base de données SQLite n'est pas conçue pour être lue par plusieurs process. Donc, il peut pas être conçu pour être lu par plusieurs process. Ça m'étonne. Il me semblait que c'était possible. Bah, il y a des settings pour le faire. Ah, c'est peut-être pas conçu, ceci dit. Donc, il cherche à micro-optimiser des lectures, mais sacrifie le P99. Donc, la majorité des requêtes sont très rapides, mais certaines sont très lentes. Je pense que configurer Postgre avec pgtune pour même pas avoir besoin de réfléchir sur une seule machine avec du RAID et des backups réguliers, ça suffit. C'est vrai, et c'est quand même le no-brainer sur lequel je suis assez d'accord. Il mentionne d'autres trucs plus complexes, pgbouncer, en disant que c'est relou à configurer. C'est vrai, mais 1, c'est pas généralement pas nécessaire, et 2, Lightstream SQLite répond pas à ses besoins. Je suis d'accord. Merci pour ce point de vue, Martin. Ah, c'est un flock, donc c'est un log pas fin, d'accord. Merci pour ce point de vue. C'est super d'avoir ce genre d'avis technique. Si tu as l'occasion de revenir le lundi matin, je pense que tes points de vue seront toujours très intéressants. Et n'hésitez pas à les envoyer, vous voyez, je peux les partager à tous. Et c'est fun, on passe un bon moment. On apprend plein de choses. Ah oui, et Martin nous souligne un truc. Alors, au début, j'ai voulu trouver des articles sur la Google I.O., mais je me suis mal démerdé, j'en ai pas trouvé. Mais Martin parle d'un truc qui est intéressant. Donc, Marcius parle du fait que dans la Google I.O., ils ont présenté un truc. Attendez, on va peut-être la retrouver sur Google. Attends, Google I.O. Si je vais sur io.google, normalement, je vais retrouver le. Voilà, super. Retrouver les Voilà, c'est ça. Hop. Tac, j'ai coupé le son. Knowledge and Search, Computing, AI. Attendez, j'aimerais bien vous montrer à peu près à quoi ça ressemble parce que c'était assez cool. Assez cool, ça c'est l'assistant Google plutôt. Ça c'est le Test Kitchen. Donc ça c'est Palm et tout. C'est peut-être un peu avant. Je sais plus où est-ce qu'ils le font. Mais ouais, j'aime vos vannes. Hein. Pensez pas que je les vois pas vos vannes, hein. Elles sont très bonnes. Bon, j'arrive pas forcément à retrouver, ce qui est un peu frustrant. Peut-être dans Knowledge and Search. Alors ça par contre, je trouvais que c'était un peu... bon, ils l'ont pas très bien présenté parce que c'était pas fou. Ouais, bravo, Ctrl F dans la vraie vie, super, incroyable. En vrai, c'est bluffant, mais je trouvais que c'était pas... Bon, Skitone et Equity, ils en ont fait tout plein de trucs. Computing, peut-être là-dedans, du coup. Je crois que c'était Sundar lui-même qu'on a parlé à un moment. Ah, c'était au tout début. Attendez, hein. Je vais retrouver rapidement, je prends quelques instants, on s'en fout. Voilà. Hop. Donc c'est quoi? C'est à 13-10 au pire, si je perds. Non, c'est bon. Donc regardez voir ça, c'est assez bluffant. Je descends un peu pour vous voyez en grand. Donc en gros, voilà, il explique, si je peux mettre la traduction. Voilà, Google Doc va automatiquement créer maintenant des résumés des fichiers que vous avez sur Google Docs. Hey Ridel, salut! Ah, je suis content que tu sois là. Et ouais, c'est assez fou. Et la nouvelle API pour les transitions de pages web présentée à Google I.O. Alors je crois qu'il y avait un truc depuis longtemps, des idées de transition pour les pages web. Mais c'est cool qu'ils s'en aient encore reparlé. J'ai pas vu ça pour le coup, faut que je regarde. Donc voilà, et donc voilà, ils ont envie aussi que même dans leur Slack-like que pas grand monde utilise, que tu aies aussi ces mécaniques de traduction, enfin pas de traduction, de résumé automatique bluffant, selon Marcius. Et c'est que c'est assez cool. C'est assez cool que ça existe, quoi. Donc voilà, Google, j'ai trouvé globalement la Google I.O. pas incroyable. Je trouvais que c'était surtout très peu dense. Parlait beaucoup. Je trouve Apple, pour le coup, il est vraiment meilleur sur cet exercice-là. Et ou alors les anciennes Google I.O. étaient peut-être un peu plus denses et ils avaient plus de choses à présenter. Là, ben oui, c'était pas, ça faisait pas rêver, quoi. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de boulot qu'à faire. Mais je trouvais ça un peu limite. Mais non, voilà, donc c'est le genre de choses qui vont bientôt arriver.
Et ça, c'est plutôt Google à l'intérieur, enfin, c'est l'IA à l'intérieur de Google. C'est pas plutôt DeepMind qui s'attaque à des problèmes un peu plus transcendantaux, j'oserais dire. Là, c'est plus appliqué, ce qui est parfois plus intéressant aussi de voir ce qui est plus appliqué au quotidien. Voilà. Oui, Squelette Mou parlait d'un autre truc, c'est qu'effectivement maintenant ça complète vos phrases et déjà c'est un peu flippant des fois parce que c'est pas mal. Mais ouais là, bon c'est quelque chose quoi. Martin, tu parles de Sergey Brin qui est arrivé en parachute, je savais pas ça que ça a été arrivé une fois, assez ouf. Bon, il reste 10 minutes. Il reste 10 petites minutes ensemble. En toute transparence, je voulais vous parler de deux autres choses encore. Je vous les montre rapidement, mais on pourra pas les voir en détail, c'est pas très grave. D'abord, je voulais qu'on regarde ensemble les release notes de Safari. Alors, pourquoi Safari Pourquoi Safari, je suis pas sous Mac? Bon, déjà, désolé, mais pourquoi pas. Sachant que si vous utilisez Epiphany, enfin, maintenant ça s'appelle Web sous Linux, bah, c'est quand même WebKit derrière, donc voilà. Mais en vrai, Safari, ça fait tourner les navigateurs de beaucoup d'iPhone, donc c'est quand même assez utile. Et aussi, c'est intéressant de voir ce qui se passe dans les navigateurs en général. Et Apple et plutôt ceux qui sont à la bourre, on va dire. Pas surtout, mais souvent à la bourre par rapport aux autres, donc c'est intéressant de découvrir ça. Et entre guillemets, quand ça arrive chez Safari, globalement, vous êtes sûr, vous pouvez l'utiliser sans trop y réfléchir. Merci Somanflex pour ton follow. Ah oui, d'accord, Marsus, ok. Les Google Glass, c'était quelque chose. Et en gros, il y a des trucs assez chouettes, et notamment, il y avait l'arrivée des idées de... Ah, désolé, j'ai un peu de mal à trouver mes mots. Il y a plein de choses que je trouve super qui arrivent petit à petit dans Safari. Et notamment aussi des corrections de bizarreries qui étaient spécifiques à Safari. Par exemple, il y en a une toute bête qui est ceci. Alors déjà, j'agrandis un peu. Fixed scroll into view with scroll snap type on root element. En gros, un des trucs qui est cool, c'est que y avait plein de petits bugs. Alors c'était des petits bugs, mais sur Safari, à l'utilisation de certaines fonctionnalités, et notamment vous le savez peut-être, mais maintenant il y a les API JavaScript pour vous faire que quand vous cliquez sur un bouton, ça descende à un endroit de la page. Ça a toujours existé avec les liens A. Les liens A avec un hash dans l'URL qui vous permettait d'aller à ce qu'il y avait l'ID qu'il y avait dans le hash dans l'URL. Par exemple, ici, c'est pas un bon exemple. Si je reprends le all-in on server side, là, vous avez vu que des fois il y avait des petits dièses à gauche, et ça, ces petits dièses, ils ont pour but de vous mener au bon endroit de la page. Vous voyez, si je clique, ça arrive là. Et en haut, vous voyez, il y a le dièse Brief History of Application Databases. Bon, bah en fait, des fois, vous avez envie dans les applications un peu riches de faire des envois à ces trucs-là, sans forcément faire un ID et sans forcément que ça marche. Bah, il y a un truc qui s'appelle Scroll into View. Scroll into View, par exemple. À défaut de coder, ça fait un peu l'équivalent de ça. Vous voyez, c'est violet chez moi parce que voilà. Bah tiens, on va garder le français. Fait défiler la page de manière à rendre l'élément visible. Donc vous n'avez pas besoin de viser, de faire des vieux calculs qu'on faisait à une époque, de savoir où il était dans la page et de manipuler certaines propriétés de l'objet window en JavaScript pour lui dire descend à tant de pixels. Tu peux simplement dire fais que cet élément du DOM apparaisse. Et ça c'est super parce que ça te permet d'afficher ça bien. Et ce qui est très cool, c'est que parmi les options qu'il y a donc dans Scroll into View Options, t'as le fait, t'as trois choses. Le fait que quand tu cliques, ce soit immédiat, tu vois directement, ou Smooth qui va faire que le navigateur par lui-même, donc pas besoin de faire de hack dégueu, va descendre doucement vers l'endroit en question. Ce qui est quand même sympa quand vous voulez montrer quelque chose à quelqu'un dans une page, de dire en fait c'est là. Alors que quand vous cliquez et que ça passe tout de suite, tu comprends pas forcément la relation entre au moment où tu as cliqué et ce que tu vois. Et la deuxième chose qui est chouette, c'est que vous pouvez dire où est-ce que c'est censé être visible dans la page. C'est-à-dire, certes, il faut que ce soit affiché, mais que ce soit plutôt au centre, au début, à la fin, etc. C'est tout bête. Comme vous voyez, il y a un exemple qui est là. Bon, bah, vous prenez l'élément sur lequel que vous voulez rendre visible. Donc là, par exemple, on prend le truc qui a l'ID box, mais vous pouvez utiliser des query selectors ou ce que vous voulez pour le trouver.
Et vous pouvez simplement faire scroll into view et avec des options, quoi. Et il se trouve que scroll into view marchait dans Safari pendant longtemps. Littéralement, on va regarder dans la spécification en bas. Scroll into view, dans Safari, c'est si ça avait envie. Tu vois, par exemple, il n'y avait pas Smooth avant Safari 5.4. Et Center marchait pas. Bon, voilà. Bah, ça, c'est typiquement le genre de choses qui sont en train d'être corrigées maintenant. Ça, c'est cool. Et ça me permet d'ailleurs de rappeler qu'il y a un gros... donc voilà, ils ont rajouté plein de choses. Ah oui, un autre truc aussi qu'ils ont rajouté dans Safari, c'est qu'on peut enfin, à nouveau dans Safari, faire des set timeout de moins d'une milliseconde. Alors, vous allez me dire, oh putain, c'est un truc un peu bizarre. Qui veut faire un set timeout de moins d'une milliseconde? Set timeout, si vous savez pas, c'est demander à JavaScript d'exécuter un code dans tant de temps. Et pendant longtemps, c'était pas possible de le faire en moins d'une milliseconde. Pour des raisons de sécurité, après les spectres, etc. Enfin, si vous avez suivi un peu, il y a eu des failles de sécurité liées à des attaques en timing. Donc, on calculait le temps que prenait quelque chose, ça nous permettait de comprendre ce qui se passait concernant certaines choses. Par contre, on n'a plus de musique. Ah si, elle est très faible. Et donc maintenant, on peut de nouveau refaire des cours set timeout, ce qui peut être utile pour certaines animations notamment. Ça rendait fou certaines personnes. Bah voilà, on se resynchronise avec les autres navigateurs. Il y a également des améliorations sur les service workers, où ils étaient un peu plus en retard que d'autres navigateurs. Et de manière générale, il y a un truc qui s'appelle, je crois que c'est Interop, c'est ça? Interop 2022. Voilà, Interop 2022. Où les différentes équipes des navigateurs, donc les différents développeurs derrière les navigateurs, donc Chrome, Edge qui participe au même moteur, Firefox et Safari, parce qu'on rappelle que Safari et Chrome n'ont plus le même moteur, enfin c'est la même base historique, mais ils ont forqué entre Blink d'un côté, donc à Chrome et Edge, donc Blink c'est Chromium, donc c'est Chrome et Edge, et Safari de son côté a toujours WebKit original, quoi. Et donc c'est intéressant de voir que ça continue d'évoluer, et, on peut voir ça en détail. Et donc ce qui est cool, c'est qu'ils se sont mis d'accord pour se concentrer sur certaines fonctionnalités qui étaient différentes entre chacun, ou voire marchaient pas, pour essayer d'avoir une web plateforme, donc une plateforme liée au web, qui soit cohérente. Et évidemment, un des trucs qui marche bien, donc à l'époque on avait les acides tests, je sais pas si vous vous souvenez, les acide 2, etc., avec des trucs qui glitchaient jusqu'au moment où ça marchait. Bon, on arrête ça parce que c'est un peu chiant. Maintenant, en fait, on a des tests qui se font sur des ordinateurs qui testent, donc des serveurs qui testent ces genres de choses, et on a un score. Et c'est ce score-là que vous pouvez voir sur Interop 2022, si vous cherchez Interop 2022 dashboard, je vais vous coller aussi l'adresse dans le chat. Eh bien, ça vous permet de voir ça. Donc, habituellement, on regarde plutôt ce qui est expérimental. Donc, vous savez, c'est les nightly expérimentales, tout ça. Mais dans la version stable, on est quand même, voilà, on voit quand même des scores. Firefox est un peu devant, mais vous allez voir que ça a beaucoup bougé. Et typiquement, dans la version expérimentale, donc la plus à jour, c'est Safari qui a pris un peu le relais, quoi. Et donc, vous pouvez voir aussi l'évolution avec le temps, etc. Et de voir de quoi ça parle, et notamment certaines fonctionnalités sur les formulaires, certaines fonctionnalités sur le CSS Grid, etc. Et ça, c'est cool, je trouve. Qu'ils essayent de se mettre d'accord pour bosser sur certains trucs. Évidemment, chaque navigateur a leur propre liste de courses, j'ose dire. Mais au moins, sur ça, ils essaient de tous bosser là-dessus pour améliorer le quotidien des gens qui écrivent des pages web. Donc voilà, c'est vraiment cool. On aura aussi du Flexbox qui soit cohérent, parce que Flexbox, ça marche bien, mais des fois, il y a des petites incohérences entre chaque navigateur. Pas beaucoup moins qu'à une certaine époque, mais il y en a encore. Il y aura notamment le subgrid aussi qu'on attend chez Chrome pour en faire des grilles dans des grilles. Ça, peut-être qu'on en parlera la prochaine fois. Messieurs, dames, premier épisode, donc l'épisode 0, parce qu'on est des geeks. Premier épisode de Lundi Dev qui se termine. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était chouette? Moi j'ai bien aimé en tout cas. Je suis bien marré avec vous. C'était très cool. On va se quitter tout bientôt. Moi, j'aime bien quitter aux heures pile, donc je vous quitterai à midi. C'était chouette, ça vous a plu. Five Story Paper qui nous pose la question, on peut pas grid dans grid? Si, on peut grid dans grid, mais on peut pas référencer dans une sous-grille un truc de la grille au-dessus. On pourra bientôt.
Cool que ça vous ait plu. Merci 50 pour ton premier message. Merci à tous. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch. Donc ça c'est assez important. C'est la petite étoile, je crois, qui est en dessous, qui vous permet d'être au courant et ça vous envoie une petite notif par défaut. Vous pouvez le désactiver, mais ça vous envoie une petite notif sur votre téléphone quand je passe en direct si vous avez oublié. Ça c'est cool. Sachant que je stream pas beaucoup en dehors de lundi.dev, ça m'arrive, mais pas beaucoup. Et appuyez sur la cloche et vous pouvez aller, donc comme je le dis, vous pouvez aller donc sur lundi.dev. Yay! Et vous pourrez retrouver la chaîne Twitch. Et je vais rajouter aussi le lien vers la chaîne YouTube. Hein. Il y a une chaîne YouTube, si vous cherchez Signé, normalement vous tombez dessus. On va chercher Signé, hop. Voilà. Signer les documents. Bon alors cherchez lundi.dev. On va jamais y arriver. Est-ce qu'on le trouve au moins? Voilà. Vous pouvez trouver lundi.dev. Et vous pouvez vous pouvez subscribe, là c'est gratuit, à la chaîne pour avoir les replays si vous avez envie. Voilà. Et notamment si vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Votre avis m'intéresse. C'est pas que pour l'engagement, enfin c'est intéressant, mais c'est aussi savoir si ça vous a intéressé et si vous l'avez regardé en différé. Merci à vous tous, il est midi, là-dessus je vous laisse et je vais tranquillement raider quelqu'un, chill. Mais en attendant, profitez bien, passez une excellente semaine, bon courage pour ce lundi, mangez bien et à très vite. Ciao!